Mesdames, Messieurs, bonjour et merci d'être toujours en direct sur Info TV. Vous êtes justement en direct de votre programme dominical Libre Expression. Libre Expression est cette émission qui revient sur les faits saillants qui auront marqué l'actualité de la semaine. Et parlant justement de ces faits saillants, nous marquerons un premier arrêt pour faire un tour du côté de l'armée camerounaise. L'affaire fait grand bruit. Il s'agit de ces 1000 recrues qui viennent d'être radiées des effectifs de l'armée camerounaise et l'on parle de faux diplômes. Du coup, nous nous posons la question de savoir comment cela a pu être possible. 1000 recrues avec des faux diplômes. L'armée camerounaise n'est-elle pas au centre d'un très grand trafic pour ce qui est du recrutement militaire? En deuxième partie de votre programme Libre Expression, nous parlerons du gouvernement, mais avec un angle bien précis. Il s'agit justement de ces nombreux décès observés depuis quelques mois au Cameroun. Pour l'heure, l'on parle de 2 ministres délégués, mais également d'un secrétaire d'État qui ont perdu la vie en fonction. Et jusque-là, pas de remplacement. Qu'est-ce qui peut expliquer justement que de nombreux membres du gouvernement arrivent à perdre la vie, mais que l'on ne puisse pas tout simplement opérer au remplacement? Pour en parler avec efficacité, mais également avec vigueur, ils seront experts en matière de défense ce dimanche. Ils seront hommes politiques, ils seront journalistes, ils seront politologues, parce que voyez-vous, c'est du choc des idées que jaillira à coup sûr la vérité. Info TV, c'est la télévision. Merci de nous faire confiance. Nous commençons par accueillir tous nos invités qui sont déjà présents ce matin. Docteur Colonel JJ Badjek, bonjour. Bonjour, parfait. Bonjour à tout le panel. Docteur Colonel Didier Badjek est justement le consultant permanent d'Info TV pour ce qui était des questions ayant trait à la défense, mais également à la sécurité. Colonel Didier Badjek, j'espère que vous portez bien. Et je me porte bien. Je suis sorti de la messe avec beaucoup de rapidité pour rejoindre le plateau. Et vous savez que mon dimanche est généralement consacré à ma famille parce que je travaille énormément pendant la semaine. Mais pour des raisons impérieuses, n'est-ce pas, que l'actualité nous impose, eh bien, on devrait commenter ce sujet que vous avez déjà annoncé. Je dois également prendre le devoir de saluer vos nombreux téléspectateurs et que j'espère qu'avec ce panel aussi riche et varié, nous pourrons leur apporter quelques clés de décryptage en fonction de ce que nous avons. Voilà, merci. Merci, colonel Didier Badjek, d'être là ce matin. Nous allons continuer à accueillir nos nombreux invités. À côté du colonel Didier Badjek, nous accueillons monsieur Amougil Apollinaire. Bonjour. Oui, bonjour, parfait. Bonjour, je suis très heureux de partager le panel de vos invités aujourd'hui. C'est la deuxième fois, je crois, qu'on se retrouve dans une émission. Bonjour également. La dernière fois, c'était de l'autre côté. Oui, de l'autre côté, qu'on ne souhaiterait pas prononcer. Bonjour à nos nombreux téléspectateurs et je profite de cette occasion pour leur adresser une pieuse et recueillante fête de l'Assomption. Et à tous les panélistes, je dis également bonjour. D'abord à mon frère, camarade et ami de très longue date, le colonel Dr Didier Badjek, et à tous les autres que je me ferai bien la courtoise obligation et le courtois plaisir de faire la connaissance pendant cette émission. Merci. Vous êtes ministre plénipotentiaire. J'aime toujours poser cette question. La répétition étant la mère des études. Qu'est-ce qu'on entend par ministre plénipotentiaire? Merci. Je voudrais commencer par compléter le titre. C'est ministre plénipotentiaire hors échelle. Ah, d'accord. Parce qu'en diplomatie, il y a 4 catégories. Vous avez la classe des attachés. Oui. C'est le bas de l'échelle. Vous avez la classe des conseillers des affaires étrangères, qui se termine par les conseillers des affaires étrangères des classes exceptionnelles. Et vous avez maintenant les ministres plénipotentiaires. J'en ai annoncé 4, mais en fait, il y en a 3 avec plusieurs échelons. Donc, la base, c'est les ministres plénipotentiaires. Maintenant, il y a un ministre plénipotentiaire hors échelle. Ça veut dire quand on est allé jusqu'au sommet. Qu'est-ce que ça veut dire? Je reviens fondamentalement à votre question. Dans ministre plénipotentiaire, dans le mot plénipotentiaire, il y a 2 supports. Il y a le support plénum, latin qui veut dire plein,
Et potens, qui veut dire pouvoir, ça veut dire que celui qui est ministre plénipotentiaire a la prérogative d'engager son pays quand il va en négociation. Toutes les décisions qu'il prend, il les prend pas à titre personnel, c'est pas en son nom personnel, mais au nom du souverain qu'il a envoyé en mission. Donc toutes les décisions qu'il prend, qu'il approuve, qu'il adopte, qu'il signe, engagent pleinement l'état du souverain qu'il a envoyé. Ah, d'accord, parce que ça allait dans tous les sens. Hein. Oui. Quelqu'un boit la bière au bar, il dit qu'il est ministre plénipotentiaire. Ça fait partie parfaite du génie camerounais. Les Camerounais ont le génie de tout tourner en dérision et ça conforte, je crois, le vivre ensemble quelque part. D'accord. Merci d'être là ce matin, Apollinaire Amouyil. On va accueillir également un autre panéliste qui est parmi nous ce matin, Antoine Awana. Bonjour. Oui, bonjour, parfait. Bonjour à tous les copanélistes. Un bonjour particulier au colonel Bézek. J'ai le plaisir de l'avoir en face de moi ce matin. Ah, cela n'était pas oui, mais au téléphone, sous d'autres cieux, on en a débattu. Je sais que vous l'écoutez beaucoup. Beaucoup, quand il était aux affaires, s'il faut parler comme au quartier. Oui, bien sûr. Je le suivais beaucoup, c'était... Du côté du MINDEF. C'était un communicateur. Ça, je le dis. Je dis pas que c'est lui qui est là, il n'est pas aussi compétent, mais... C'est pas ce que nous disons. Le colonel, franchement, c'est un plaisir et un honneur pour moi de débattre avec lui. On en a échangé beaucoup, au téléphone. Je ne voudrais pas nommer ces télévisions-là ici, pour ne pas faire leur publicité, mais on a beaucoup échangé, je l'affectionne beaucoup, j'apprécie ses analyses. Il les faisait sans détour, sans langue de bois, et de manière objective et dynamique. C'est ce que j'aime en lui le plus souvent. Très bien. Lorsque je l'ai dit, je voudrais saluer aussi de manière républicaine un de vos fans, oui. Il est du côté de Brazzaville, c'est Patrice Mayala, c'est un fan d'Info TV. Voilà, je lui dis beauté nayo. Voilà, bonjour à vous là-bas du côté de Brazza. Voilà, c'est ça, il nous suit, il va nous suivre, il m'a écrit, il dit je serai là et puis je vais encore suivre ce débat. Lorsque je l'ai dit, je ne manquerai pas de vous demander de transmettre mon bonjour républicain au PDG. Le très grand frère Dieudonné Mfan. Et je salue vos milliers, des millions de téléspectateurs. Et je crois que la thématique et les thèmes sont d'une importance capitale. Je crois que nous allons apporter des analyses dynamiques, des analyses objectives pour essayer un peu d'informer les Camerounais et leur dire. Vous savez, j'ai souvent l'habitude de dire que le peuple, lui, il a le devoir de tout savoir. Nous avons l'obligation de tout lui dire. Merci, Antoine Awana, qui est également un expert en matière de sécurité, mais également du nucléaire. Merci d'être là ce matin. Et nous allons accueillir le dernier invité sur notre table. Lui, il est un homme politique. Il est membre du bureau politique du PCRN, de l'honorable Cabral Libi. Monsieur Niek, bonjour. Bonjour, parfait. Bonjour aux chers aînés. Copanélistes, c'est un honneur quand même d'être encadré, accompagné par ces visages. Donc l'expérience ne fait l'objet d'aucun doute au Cameroun. Joseph Félix Niek Biyaga est donc, je l'ai dit, du PCRN. Je m'en voudrais, Félix, de ne pas vous poser cette question, qui fait également les choux gras de la presse. Votre député, oui, Nouran, elle est encore au zénith de la scène, cette fois-ci par rapport à ce que l'on a baptisé des produits éclaircissants. On sait également que le ministre de la Santé, le docteur Manaouda Malachi, a interdit ces produits en communiqué par une sortie, et du coup Nouran a pensé que c'était tout simplement un acharnement médiatico-politique. Il a d'ailleurs épinglé de manière claire certains journalistes. Il s'agit de quoi en réalité? Le PCRN brille de plus en plus par des scandales? Alors, je crois que la question posée de la sorte ne nous permet pas d'aller au fond du questionnement. Ce que moi je vais vous dire, parfait, pour qu'on essaye de comprendre au fond ce qui se passe, c'est que dans la vie, ce n'est pas le commencement d'une chose qui est important. Et dans la vie, ce qui vous arrive ne doit pas poser problème, mais c'est ce que vous faites
de ce qui vous arrive qui est important. Je vais m'expliquer pour vous, pour que vous compreniez davantage dans quel sens je veux aller. Vous savez, lorsqu'on est arrivé nouvellement en politique, parce que si nous ne nous suçons pas dans l'histoire, on ne va rien comprendre de ce qui se passe. Parce que vous avez attaqué avec une expression, vous dites les scandales. Non, mais depuis que nous sommes en politique, de manière incontestable, on doit reconnaître au PSRN et à son président national d'avoir osé. Et lorsque vous allez oser, vous avez osé en apportant la rupture. Il y a forcément que certaines choses ne vont pas toujours être ce que vous avez souhaité. Mais le plus important, c'est pas de s'arrêter sur ces clichés. Parce que lorsque vous parlez d'un député, j'ai envie de vous poser d'abord la question avant de revenir. Peut-être c'est pas mon rôle. Est-ce que vous connaissez les œuvres de l'honorable Ndip depuis qu'il est député? Vous en parlez? Non. Est-ce que vous parlez de... Non, ne répondez pas à la question. Ma question était une question précise. C'est pas une question. Je suis en train de... Écoutez, laissez-moi aller au fond de raisonnement. Là, j'ai une question précise. Nous parlons des produits éclaircissants. Et c'est Noran Foster, au député PCRN qui est à l'origine, d'accord? Maintenant, l'affaire fait grand bruit. Le ministre de la Santé a fait une sortie dans le sens d'interdire ces produits. Par la suite, le ministre de la Santé a également fait une autre sortie pour interdire d'autres produits du même style. Noran, quant à elle, a décidé de fermer ces structures, mais en estimant qu'elle est tout simplement victime d'un acharnement médiatico-politique. Elle a d'ailleurs épinglé des journalistes en parlant de corruption. Voilà la question, en fait. Mais vous ne me demandez pas de réagir en tant qu'employé de la société Noran. Vous m'invitez dans la causerie en tant que responsable du parti qui a investi la personne de la députée Noran. Donc moi, je me dois l'obligation de vous répondre en tant que responsable de ce parti politique sur l'ensemble des choses qui sont reprochées à ce parti. Ça veut dire que moi, je ne m'arrête pas sur la députée Noran. Je m'arrête sur l'ensemble des choses qui ont toujours fait écho et qui feront écho pendant que le PSRN sera aux activités politiques. Pour ça que peut-être vous n'avez pas bien suivi. Je vous ai dit, lorsque vous prenez les actes dans votre vie, ou bien lorsque certaines choses vous arrivent dans la vie, ce qui est important, ce ne sont pas les choses qui vous arrivent, mais comment vous vous comportez face à ces choses qui vous sont arrivées qui est important. Donc, je m'avais par là vous dire, pas ce que l'honorable Noran a fait, mais ce que le PSRN fait de ce que ses militants font globalement. Moi, nous en politique, c'est ce qui nous intéresse, parce que nous sommes entrés en politique avec une vision, avec une rupture. Vous ne ferez pas quand même le reproche, parce que l'intention qui se dégage de votre question, c'est qu'on voulait faire le reproche au PSN ou bien à l'honorable Cabral Libi d'avoir investi un certain nombre de Camerounais. Alors, un certain nombre de jeunes en politique. Non, mais permettez-moi d'aller au... Je ne parle pas de vous, mais aussi de ceux qui... J'ai l'impression que vous avez beaucoup de préjugés dans le cas de cette affaire. Et finalement, vous mélangez tout. Non, la question nous force... J'ai l'impression que vous ne voulez pas parler des produits éclaircissants de Noran. Peut-être certaines autres personnes sur le plateau. On va en parler. Vous avez avancer. Je parle en tant qu'acteur politique avant de donner mon point de vue en tant qu'individu sur la question. Ce qui est clair en ce qui concerne le PSRN, nous sommes pour le teint naturel. Donc le PSRN n'est pas là pour interroger si on doit approuver ou pas les produits décapants ou éclaircissants. Notre position est claire. C'est dans notre projet de société. Nous voulons les hommes naturels. Nous voulons les hommes aussi vrais. C'est ce que nous promouvons aussi. Et maintenant, je vous ai dit, vous posez des actes et vous apprenez de ce que vous faites. Dans la vie, il y a deux types de socialisation. Il y a la socialisation par les faits et l'association par la conscience. Moi, je suis membre du bureau politique du PSRN. Je dois savoir que, en tant qu'institution du parti, il y a des choses que je dois m'interdire dans la vie. Très bien. Je peux le connaître par principe, mais aussi par expérience. Donc, pour nous, au PSRN, ce qui est important, c'est ce qu'on va faire de ce que nous apprenons. Parce que pour nous, le principe, c'est que nous construisons notre pont en le traversant. Le PSRN a mis une première pépinière, le PSRN tire les leçons, on va s'améliorer, c'est ce qui est important pour nous, pas de rester dans les procès qui sont davantage pour nous les étapes de la vie.
Je pense que quelqu'un d'autre répondra de manière très précise à ma préoccupation. J'insiste, cela fait les choux gras de la presse. Docteur colonel Badjek, vous êtes de teint clair naturellement. Cela ne souffre d'aucun procès. Mais maintenant, nous sommes nombreux qui voulons avoir votre teint et nous sommes obligés d'en consommer des nutriments diététiques. Et selon les experts, il y a des produits qui ont des souches cancérogènes, ainsi de suite. Une députée de la nation, elle s'appelle Nourane, elle brille par la fabrication de ces produits et beaucoup pensent que c'est un véritable scandale. Bon, déjà, je pense qu'il faudrait être capable d'accepter la couleur de la peau que Dieu nous a donnée. Si vous connaissiez mon épouse, vous constateriez qu'elle est noire d'ébène et qu'elle est très jolie. Et vous l'aimez comme ça? Et je l'aime comme ça. Je l'aime comme ça parce que chaque couleur de la peau a son charme. Et que ce qu'il faudrait comprendre, c'est le sang qui passe par le corps humain qui est rouge. Et il est rouge pour tout le monde. Malheureusement, dans ce cas-là, il y a ce que l'on appelle la viscosité de la responsabilité politique. Ouais, lorsque vous êtes un homme politique, vous devriez faire très attention. Je vous donne déjà un exemple sur moi. Nous avons grandi avec les beignets haricots. Vous ne pouvez pas savoir quelle torture nous avons quand nous passons devant des étals. Et que nous ne pouvons plus nous arrêter. Vous prendrez ces beignets-là et vous les amènerez à la maison qui n'auraient pas le même goût. Mais je me souviens que c'est ce qui nous a fait après nos séances de sport. On passait toujours, on avait un endroit à l'école de police, à la Togolaise. Je sais pas, c'est mon camarade d'enfance. Je sais pas si lui, il passait également. Mais nous devons nous tenir parce que nous sommes des hommes publics. C'est ce qui est compliqué. Moi, quand il y a ce genre de problème, eh bien, il faudrait être capable de dégager la responsabilité de la chapelle politique et laisser cette personne qui a la capacité de pouvoir se défendre. C'est son droit de se défendre. Et ça se passe sous d'autres aires. J'ai déjà vu des ministres démissionner pour avoir la capacité, n'est-ce pas, de se défendre sur les dossiers. Et donc, je pense que ça a été maladroit de pouvoir lier ce parti politique à cette affaire. Je ne pense pas qu'elle ait eu l'aval du PCRN pour commander ces produits. Moi, je ne suis pas du tout, mais alors là, je suis opposé à toute pratique de pigmentation de la peau qui se termine toujours mal parce que ce sont a priori des substances cancérigènes. Et dès lors que le ministre qui représente la santé publique dans ce pays prend une décision, je pense qu'elle est exécutoire pour le cas d'espèce. Il faudrait aussi savoir que c'est un coup de pied dans la fourmilière parce que il y avait déjà beaucoup de produits qui étaient en ligne de mire, n'est-ce pas, d'une interdiction. Et ça a été peut-être l'occasion intéressante ou alors idoine pour arrêter ce commerce qui, ma foi, détruit nos femmes. Vous les voyez souvent à la soirée de leur vie. La peau est complètement démaquillée, tachée. Donc ce n'est pas une pratique à encourager. Pour cela, je crois qu'il faut être le plus intransigeant possible. Merci colonel DJ Badjek. Je voudrais également que les autres puissent coller rapidement en commentaire sur cette affaire. Alors Apollinaire Amouril, Nourane, je le disais tout à l'heure lorsque je posais la question à son camarade de parti, que Nourane a fait une sortie où pratiquement elle a dit des choses pas du tout acceptables, entre guillemets, vis-à-vis des journalistes. Et du coup, j'ai la nette impression qu'il y a une certaine solidarité qui s'est fabriquée. La presse est en train de vouloir manger Nourane. Est-ce que Nourane n'a pas commis une erreur en s'attaquant à la presse? Je voudrais apporter 3 petits éléments de réponse. Le premier élément, si on peut relever le fait qu'il y a un conflit d'intérêts, ce que vous semblez mettre en avant, c'est-à-dire que la qualité de la personne incriminée et puis les faits relevés,
on peut peut-être voir ici que il y a un fait dérangeant. Mais maintenant, le deuxième aspect, c'est l'aspect juridique de ce fait. Est-ce qu'elle a enfreint la loi? Elle a enfreint, à mon avis, aucune loi. Mais maintenant, a priori, elle a enfreint aucune loi. Mais la pratique ayant été sanctionnée par le responsable gouvernemental en charge de la santé publique, elle est en droit maintenant de changer la pratique. Et j'arrive à la troisième. Avant d'arriver à la troisième, elle enfreint la loi, puisque le ministre rappelait que pour que vous puissiez être fabricant de ce genre de produits, vous devez avoir l'autorisation préalable du ministre de la Santé publique. Bon, si nous voulons voir la question sous l'angle strictement juridique, on n'est pas ici pour faire le procès de la personne. Je crois que là, il faut détacher l'acte de la personne et puis le contexte. Maintenant que le ministre a reprécisé l'ensemble de la question par rapport à l'aspect juridique, à l'aspect social et à l'aspect éthique, finalement, c'est le troisième élément que j'allais relever. On se rend compte que c'est une pratique qui, d'un point de vue épidémiologique, qui d'un point de vue de la santé publique, qui d'un point de vue dermatologique est destructeur. Alors, il y a une nouvelle discipline. Je crois qu'il y a une nouvelle moralisation qui entoure désormais la question des produits éclaircissants. Je crois que, au-delà de ce que la corporation des journalistes se sent un peu mise. Elle a dit qu'elle a donné 50 000 francs, dont 75 € en journaliste. Moi, je donne les détails. Et que maintenant, les journalistes n'ont pas fait ce qu'elle attendait. Et elle est énervée. On se demande donc, bon, c'était dans quel cadre qu'elle donnait 50 000 francs CFA au journal? C'était un public reportage, c'était pour payer quelques tasses d'arachide, c'était quoi? On n'en sait rien. On pose la question à Nouran, l'activité que tu mènes, est-ce qu'elle est réglementaire? Maintenant, tu t'attaques à la corporation, à la presse. Là aussi, je crois que ni vous, ni moi, ni personne sur ce panel n'était là quand la transaction a eu lieu entre la députée PCRN et le journaliste en question. Considérons ça comme une déviance, peut-être comme une pratique pas normale. Et je crois qu'il ne serait pas tout à fait, à mon sens, ni sage ni avisé de trop s'attarder sur cette affaire, au point, sous un autre angle, de porter atteinte à sa dignité parce qu'elle est en mesure de pouvoir juridiquement se défendre. Et là, je parle... Si on voulait toujours aller sur le terrain juridique, je ne sais pas si c'est elle qui sera gagnante. Hein? Je n'ai pas dit ça, mais je dis maintenant, la sagesse et le bon sens nous recommandent d'avoir une certaine pondération sur cette question. Merci beaucoup. Antoine Awono, le colonel Didier Badjek en parlait tout à l'heure. Est-ce que c'est toujours facile de détacher l'homme et peut-être ce que l'homme fait dans la société? Pour le cas d'espèce, Nouran est un individu. Entre-temps, elle est députée d'un parti politique. Parfait ici est un journaliste. Entre-temps, il travaille pour une chaîne de télévision. Les actes que Parfait peut aller poser dehors, est-ce que d'une manière ou d'une autre, ces actes n'entacheront pas l'image d'Info TV? Non, il faut faire un distinguo total entre la vie privée de Monsieur Aïssi et la vie professionnelle au niveau d'Info TV. Lorsque vous allez par exemple voler, entre guillemets, j'ai pas dit que vous le ferez, un verre de vin de palme au quartier, au village, on ne va pas dire que c'est le directeur d'Info TV qui a volé ce verre de vin de palme. On va dire, c'est monsieur Aïssi qui a volé ce vin de palme. Vous êtes vraiment au Cameroun? Je suis au Cameroun. Et c'est même ce que nous déplorons au Cameroun, parce qu'on fait beaucoup plus d'amalgame. Monsieur le ministre le disait tout à l'heure là, c'est très regrettable, parce que... Si monsieur Badjek, en tant qu'individu, va voler, comme il aime bien l'obéir, haricot, c'est le communicateur du ministère qui allait voler. Non, ils font ça, ceux qui le font, ils pêchent par l'ignorance, parce qu'il faut distinguer le colonel de monsieur Badjek, pardon, de monsieur Didier Badjek. Il faut faire ce distinguo-là. C'est deux personnes. C'est-à-dire, le colonel, c'est sur le plan professionnel et sur le plan public. Et monsieur Badjek Didier est une personne privée. C'est pour ça que vous voyez en droit, on vous parle de la personne physique et de la personne morale. C'est ça le véritable problème. Parce que
Madame Nourane est députée du PCRN. À vouloir rattacher ipso facto ce comportement sur le plan privé commercial avec sa personne privée, alors là, vous êtes en train de faire de l'amalgame. Ok, d'accord. Un mot donc sur son activité. Alors, sur son activité, moi je vais revenir au niveau de la santé publique au Cameroun. Tout produit qui concerne la santé publique au Cameroun doit être d'abord contrôlé, doit avoir des autorisations, tout à fait, doit respecter les normes ISO. Ça c'est clair, parce que quand vous avez des produits démaquillants ou maquillants, ça va commencer à avoir de l'impact sur le système de pigmentation. Vous allez tomber malade un jour, vous allez à l'hôpital, on voudrait vous anesthésier, l'anesthésie ne colle plus, vous mourrez. Ça, c'est un problème de santé publique. Et le ministre de la Santé a bien fait d'agir rapidement pour mettre un terme à ce fléau. Bon, il est bien vrai que Madame l'honorable Nourane va vous dire, bon voilà, il y a ces produits qui inondent le marché camerounais, ça vient de Côte d'Ivoire, ça vient du Nigeria, ça vient... Mais non, c'est un fait de santé publique. Elle ne devrait même pas encourager ça. Elle ne devrait pas. Là, je vais un peu abonder dans le sens de notre copanéliste, Monsieur Niek. Monsieur Niek. Mais je dirais à Monsieur Niek, écoutez, il faut pas admettre que tout le temps qu'un député du parti PCRN pose un acte, qu'on ramène ça vers le parti politique. Non. Il faut distinguer. J'ai vu, une fois, il y avait aussi un fait qui a fait des choux gras à Bafoussam. Un député du PCRN qui voulait aller... le député du PCRN, c'était le même député. Le même député, et puis il y a eu des scandales et tout ça. Le président... on attend l'autre scandale, hein. Après les produits du Capon, on attend un autre. Je crois qu'il y a la discipline du parti. Il faudrait que l'honorable Cabral Lévy essaie un peu de rappeler son député à l'ordre pour lui dire de faire un distinguo net entre les affaires du parti et les affaires personnelles. Très bien. D'accord, M. Nier voulait reprendre la parole. Allons-y en une minute. Je crois que c'est évident qu'on doit par principe dissocier les personnes, mais le parti politique ne peut pas sur ce point dire qu'il n'aura pas de responsabilité, même de manière indirecte. C'est pour ça que je vous ai dit le plus important pour un parti politique, c'est aussi de partir de ce qui se passe pour s'améliorer. Donc, on peut quand même constater que les questions de discipline et même d'éthique doivent être améliorées au PCRN, pas pour ce scandale, peut-être pour des choses qui se sont passées et celles à venir pour anticiper. Donc nous, au PCRN, nous avons dit et nous le disons, nous insistons, nous sommes là pour le teint naturel. Maintenant, je vous ai dit qu'il y a deux types de socialisation. On peut être élu et apprendre à partir de ses erreurs. On peut être élu et réaliser que du fait qu'on soit élu, il y a des choses qui nous sont plus importantes. Je crois que le problème des Camerounais, c'est que ce qu'on a voulu systématiquement, c'est que tous les élus du PCRN se mettent au niveau de la barre qu'ils se sont eux-mêmes fixés, à savoir devenir des personnes morales, éthiques dans leur manière de se comporter. Mais sauf que ce n'est toujours pas le cas avec tout le monde systématiquement. Nous y travaillons. Moi, je suis membre du bureau politique et je ne cesse de le rappeler. Nous avons l'obligation, chaque fois qu'il y a une situation, de nous donner notre avis au président national afin qu'il décide. Donc, vous allez voir dans les jours à venir ce que le PCRN fait pour s'améliorer. Mais de manière incontestable, la meilleure des choses qui soit arrivée au Cameroun, c'est le renouvellement de la classe politique qui a été fait. Améliorons-le, c'est le principe, on y travaille et on va avancer dans ce sens. Merci, Monsieur Niek. Je rappelle tout simplement que nous aurons un 5e invité à partir de Bangui. C'est la capitale de la République centrafricaine. Il s'agit de Serge Espoir Matumba que nous allons prendre après l'éditorial. À tout de suite pour la suite. Elle est la deuxième semaine du mois d'août 2022, mais semble être la première qui réussit à imposer un cliché noir au sein de bon nombre de familles. Celle médiatique en premier lieu, avec l'hommage vibrant rendu à Carlos Mbongo, le sommet du 237, qui repose désormais dans son village natal Kamienvak par Sam Lima. Après la cérémonie de son inhumation prononcée ce samedi 13 août 2022, soit 4 jours après le décès de l'ancien ministre des Transports, le sénateur Dakolo Daïsala.
survenu le 9 août des suites de maladies au centre hospitalier universitaire de Yaoundé à l'âge de 79 ans. Il précède ainsi à celle qui vient rallonger à 3 la liste des membres du gouvernement décédés depuis la constitution de l'équipe à Joseph Diongouté. On parle de Clémentine Anangamessina qui s'est éteinte le 5 août 2022 en Turquie des suites de maladies. La dépouille de l'ingénieur agronome ministre délégué est arrivée le 11 août dernier. 1 an, 5 mois après le décès du ministre délégué auprès du ministère des Relations extérieures, ministre en charge de la coopération avec le monde islamique, Adoum Gargoum, survenu le lundi 8 mars 2021 à l'hôpital de la Caisse nationale et de la prévoyance sociale, alors que le secrétaire d'État à la santé publique a été porté à la félicité le 6 avril 2021 à Garoua après son décès survenu 24 heures plus tôt. 3 noms. 3 postes ministériels au sein du gouvernement qui semblent ne pas avoir de remplaçant au vu du temps visiblement très long du remaniement ministériel pourtant vivement souhaité par la majorité de l'opinion. 1, 2, 3 ministres, peut-être faut-il un 4e ou un 5e, qui sait? Mais en attendant connaître leur remplaçant ou pas, l'on doit d'abord s'attarder à la session de recrutement 2022 des recrues incorporées au profit des armées. Un coup dur. Une ironie du sort, une conséquence de la non-assiduité, une histoire de la quête à tout prix de l'emploi ou encore une question du laisser-aller tout simplement. Bref, c'est près de 1000 recrues de jeunes Camerounais qui sont radiés de l'armée depuis le 10 août 2022 pour avoir présenté de faux diplômes alors qu'ils étaient en pleine formation militaire à l'attente de la sortie effective et de leurs affectations. Si c'est par le coup de la rigueur, de la probité, de l'exemplarité que ces élèves gendarmes et sous-officiers sont expulsés des centres d'instruction et écoles de l'armée camerounaise pour le rayonnement des valeurs sus-évoquées, il y a aussi lieu de poser une série de questions à savoir. Comment en est-on arrivé là? Qui paye les factures? Comme les intéressés sont remis à leurs familles respectives par le ministère de la Défense, que vont-ils devenir? Et enfin, quels sont les avantages et les inconvénients de cette situation? Des tas d'interrogations qui méritent une bonne cure d'intelligence pour répondre à ces questions avec aisance. D'où la présence du sac de modérateurs à nouveau ce dimanche et ses éminences personnalités invitées pour la circonstance dans le cadre du programme Libre Expression. Sur ce, bon dimanche et à dimanche. Bon dimanche, Jean-Bruno et Fangonon qui nous a signé comme d'habitude l'éditorial de la semaine. On lui dit merci. Je commence justement par ce premier sujet inscrit à l'ordre du jour. Apollinaire Amougil, quel commentaire global déjà vous faites de cette situation au sein de notre armée? 1000 recrues qui viennent d'être radiés pour faux diplômes. Voyons d'abord le problème du côté du décideur. Il a pris ses responsabilités parce que je parle sous le contrôle de mon frère et ami Didier. Une armée qui n'est pas disciplinée, qui n'a pas d'éthique, si on a des tricheurs, qu'est-ce qu'elle va devenir? On dit souvent que la discipline c'est la force des armées et je crois que cette discipline commence par une certaine rectitude personnelle, une certaine rectitude collective et une certaine rectitude professionnelle. Maintenant, comment en est-on arrivé là? Ça, c'est une autre question. Mais la réaction des décideurs publics en charge de cette question, à mon avis, elle est avisée parce que c'est un signal fort lancé vers la jeunesse qui doit savoir que la tricherie n'est pas le meilleur moyen. Comment se sont mis en place les mécanismes de tricherie, les opportunités de tricherie, les relais de tricherie, ça c'est une autre chose. Mais globalement, de prime abord, c'est une décision qu'il faut saluer pour que on comprenne que la société doit fonctionner sur des valeurs éthiques assez fermes. C'est donc une décision qu'il faut saluer, selon vous. Je vais passer la parole au docteur colonel Didier Badjek. Alors, au colonel, je vous passe justement la parole à dessein. Vous avez passé pratique l'essentiel de votre vie dans l'armée, dans la sécurité, dans la défense. Nous avons ce scandale qui vient quand même d'intervenir. On parle de 1000 recrues qui viennent d'être remerciés, entre guillemets, pour faux diplômes. Comment vous expliquez une telle situation? Bien, une telle
situation déjà mécaniquement, hein, il faudrait déjà être capable de savoir comment est-ce que ça se passe. Colonel, au niveau. Toutes nos excuses. Hein. Nous allons d'abord aller au téléphone. On reviendra à vous tout à l'heure. Serge Espoir Matomba, bonjour. Bonjour, monsieur Aïssi. Bonjour à tous vos panélistes. Et bonjour aux millions de téléspectateurs de Info TV. Je rappelle, afin que nul n'en ignore, que vous êtes justement le premier secrétaire du PURS. Vous êtes donc un homme politique bien connu et reconnu au Cameroun. Nous parlons là de ces recrues qui viennent d'être radiés en formation. Ils sont mis pour faux diplômes. Quel est le regard de l'homme politique? Je dirais déjà que cette radiation fait preuve, si vous voulez, selon moi, d'une tentative de recadrage, je vais appeler ça ainsi, tentative de recadrage, n'est-ce pas, de personnes qui intègrent la fonction publique, parce que lorsqu'on parle de fonction publique, lorsqu'on parle de l'armée, ces derniers qui intègrent l'armée, qui devraient, si vous voulez, intégrer l'armée, devraient faire partie, n'est-ce pas, des fonctionnaires camerounais. Donc, une tentative de recadrage, si vous voulez, des personnes qui essayent d'entrer, n'est-ce pas, dans le fonctionnariat. Et vous savez combien il est difficile aujourd'hui d'avoir de l'emploi pour plusieurs. La facilité voudrait donc, lorsqu'il y a une occasion, certains s'engagent sur ce chemin, simplement avoir de l'emploi. Mais aussi, il faut dire la réaction du gouvernement qui n'est pas mauvaise. Maintenant, est-ce qu'elle répond à une stratégie précise? Parce que moi, je regarderais, j'allais. Des petits soucis apparemment avec Espoir Matomba. Je rappelle qu'il est justement du côté de Bangui. Pour ceux qui maîtrisent la RCA, ce n'est pas du tout évident le réseau du côté de Bangui. On revient donc à vous, colonel Didier Badjek. C'est vous qui avez la parole. Oui, j'étais au niveau de tout le mécanisme du recrutement qui commence par la vie de recrutement et qui présente un certain nombre de conditions. Ces conditions sont déjà limitatives, notamment au niveau de l'âge. Il y a une application qui permet déjà d'extraire de tous des listes, n'est-ce pas, d'extraire tous ceux qui sont hors cadre au niveau de l'âge. Ça, c'est le premier tamis. Le deuxième tamis, c'est un tamis médical. Déjà, pour être capable de savoir si au niveau des paramètres fondamentaux, la tension et toute autre chose, eh bien, le candidat peut être apte. Et il y a les épreuves physiques, le troisième tamis. Pour certaines catégories de recrutement, il y a des visites médicales approfondies. Et ensuite, il y a la publication donc de ces listes pour les recrues qui sont habilités à rejoindre les centres d'instruction. Voyez-vous, pendant ce temps, il est quasiment impossible de pouvoir vérifier l'authenticité des diplômes. Parce qu'on les vérifie, en fait, on les accepte sur la base de la signature officielle des autorités qui ont certifié les diplômes. Et vous savez, le faux qui existe aujourd'hui et qui a tendance à être un faux qui devient alarmant, eh bien, fait que vous allez à Bonamoussadi, vous pouvez avoir tout ce que vous voulez de ce côté-là. Lorsque les candidats sont donc admis et entrent dans le centre de formation, eh bien, l'armée, heureusement, se doit de vérifier l'authenticité de ces diplômes-là, en envoyant les listes dans les différents centres d'examen. Et c'est ainsi qu'on peut vérifier que certains diplômes sont faux ou d'autres sont authentiques. Est-ce qu'à ce niveau-là, mon colonel, il n'y a vraiment pas un problème? Parce que s'il faut vérifier les diplômes après que les candidats aient déjà reçu
une bonne partie de la formation militaire, est-ce qu'on ne peut pas dire qu'il y a défaillance quelque part? Non. Pourquoi ne pas vérifier les diplômes avant d'intégrer ces recrues? Ça prend du temps. Vous ne pouvez pas recruter aujourd'hui. On recrute sur certaines valeurs. Et ces valeurs, n'est-ce pas, lorsque le personnel reste au niveau du civil, elles peuvent se dégrader. Vous pouvez avoir quelqu'un qui est apte en mars, et que 3 mois après, parce que il s'est laissé aller, par exemple, il a contracté le sida, il n'est plus apte à rentrer dans l'armée. Donc, il faudrait que, dès que la visite médicale est passée, et que nous avons les candidats, il faudrait que l'armée intègre dans leur formation ces candidats. S'agissant de ces 1000 candidats, ces 1000 recrues, bon, ils ont passé 1 mois de formation, si les informations sont exactes. Dans ce mois de formation, c'est des formations dans le cadre disciplinaire, dans le cadre moral, dans le cadre psychologique. Mais elles vont ressortir de l'armée, elles n'ont pas appris à tirer. Et je pense que peut-être. Oui, c'est un gain pour la société, au moins, à défaut d'être apte pour être militaire, parce qu'on ne fait pas de philanthropie dans l'armée. Et comme mon ami disait tout à l'heure, la discipline est la force principale des armées. Très bien. Merci. Hein. Nous repartons du côté de Bangui, où nous attend toujours Serge Espoir Matomba. Serge Espoir Matomba, une fois de plus, bonjour. Bonjour. C'est vous qui aviez la parole. Poursuivez, nous vous écoutons 5 sur 5. Oui, j'étais en train de dire que tout ce qui doit se faire dans un pays, dans une nation, doit être préalablement bien défini. À partir de la vision de ce qu'on voudrait avoir, stratégiquement, on définit la méthode ou les moyens qui nous permettent d'arriver. Alors, dans un contexte comme celui-là, la première question qu'on devrait se poser, c'est notre armée voudrait avoir quel effectif? Comment faisons-nous pour avoir cet effectif-là? En combien de temps pouvons-nous avoir cet effectif? Quand on a pu répondre à ces questions, on sait que en 2020, on a besoin de 1000 hommes. En 2021, on a besoin de 1000 de plus. En 2023, on a besoin de 2000, on doit atteindre 5000 peut-être en 2024. À partir de ce moment-là, si donc nous avons besoin de 1000 en 2020, ça veut dire qu'à telle période ou à telle période, les concours doivent être lancés pour donner le temps de la vérification, n'est-ce pas, des documents qui doivent être introduits. Parce qu'on ne peut pas se lancer dans un recrutement tout azimut en se disant qu'on n'a pas le temps. On n'a pas le temps de vérifier tel papier ou tel papier. Ça nous renvoie à une autre question qui est fondamentale, la numérisation même du système. Comment se fait-il que vous avez un document authentique qui se trouve au niveau des ministères de l'enseignement, soit secondaire ou supérieur, ou même de base, et que dans un concours public, on ne puisse pas avoir la capacité à l'introduction, n'est-ce pas, du diplôme par le concerné, par le recrue, qu'on ne puisse pas vérifier l'authenticité à partir d'un système. Vous voyez que on dépense beaucoup d'argent, on perd beaucoup d'argent, tout simplement parce qu'on favorise des poches qui sont des poches de corruption et des poches qui n'aident pas le pays à avancer véritablement. Donc, si on a une bonne lecture, une bonne définition, une bonne vision, on ne peut pas se retrouver, n'est-ce pas, en train de recaler près de 1000 personnes pour faux diplômes, parce que dès le dépôt de ces documents, on a le moyen de vérifier que ces documents sont authentiques ou pas authentiques avant d'avancer. Maintenant, sur un plan géostratégique, notre pays est face à des guerres au nord-ouest, au sud-ouest, à l'extrême nord, bref, à l'est du Cameroun,
nous sommes confrontés à une réalité qui n'était pas prévue dans le fonctionnement normal du pays. Il faut certainement renforcer l'effectif. Maintenant, dans le renforcement de l'effectif, quel type de militaires avons-nous besoin? Est-ce que nous avons besoin des officiers supérieurs en grand nombre? Est-ce que nous avons besoin des soldats en grand nombre? Est-ce que nous avons besoin... Donc, à partir de là, le mécanisme même de recrutement peut être assoupli. Parce qu'on se dit, on a besoin de tel nombre de personnes et très rapidement, il nous faut des hommes. Parce que stratégiquement aujourd'hui, si on a une armée faible, on peut être attaqué même par le plus petit voisin. Encore que nous avons des attaques internes qu'il faut gérer. Donc, sur le plan stratégique, quand on a 1000 personnes qui ont déjà fait une formation et qu'on découvre que ces personnes n'avaient pas de diplôme, ma foi, approprié, on trouve un moyen de gérer cette situation au lieu de faire dans ce que j'appelle dans l'événementiel. C'est peut-être une politique de recadrage pour tous ceux-là qui veulent entrer dans la fonction publique. Mais ce qui se passe là, c'est dire, parce que j'ai pu regarder aujourd'hui, cette information ne se limite pas au Cameroun. Elle est relayée dans presque tous les pays au monde. 1000 soldats recalés pour faux diplôme au Cameroun. Quelle image envoyons-nous de notre pays? Quelle image pour notre armée? Nos hommes et femmes qui défendent le pays, qui défendent l'intégrité nationale, et pour certains qui sont dehors, quel regard nous sommes en train de donner, n'est-ce pas, à notre pays? Ces espoirs, vous allez chuter. Je pense que, intérieurement, au lieu de faire... Oui, vous allez chuter. Oui, au lieu de faire dans ce que j'appelle de l'événementiel, il y a, n'est-ce pas, des formules appropriées et surtout que l'armée reste, comme on l'appelle, la grande muette, des formules appropriées pour gérer ce type de cas. Ce n'est pas dire qu'il faut favoriser que des gens, parce qu'ils n'ont pas de boulot, entrent dans l'armée sans diplôme ou tout simplement parce qu'ils vont trouver dans l'armée un refuge à leurs différents problèmes. Mais il faut dire que le processus de recrutement, tant dans l'armée comme dans tous les autres services de la fonction publique et même dans le privé, doit être beaucoup plus rigoureux et beaucoup plus strict pour qu'on puisse avoir à la fin, n'est-ce pas, de la journée, la compétence et non les recrutements familiers. Merci pour votre premier jet. Je souligne que nous vous reprendrons tout à l'heure en deuxième partie de ce programme. Antoine Awonom, nous avons suivi le colonel Didier Badjek tout à l'heure, qui estime que vous avez interrompu. Non, vous avez chuté. Non, je n'ai pas chuté parce que vous étiez sous la pression de Serge Matumba. Allez-y, vous avez chuté, mon colonel. Je trouve que ce que le président Serge Matumba vient de dire est tout à fait inacceptable. À quel niveau? Premièrement, il faudrait savoir quand même que ce ne sont pas des mules qu'il y a au niveau de l'armée. Il y a ce qu'on appelle les techniques d'effectifs et de dotation. On ne fait pas des recrutements puis-aller. C'est-à-dire qu'il y a un besoin stratégique sur le terrain, il y a un besoin de défense, il y a un besoin de sécurité. C'est en fonction de cela qu'on applique ces techniques d'effectifs et de dotation, les TED, c'est-à-dire une relation directe entre le militaire, son emploi et son armement. Alors, le recrutement se fait. Je dois vous dire ici quand même que on demande dans les dossiers une attestation de présentation de l'original du diplôme. Voilà. Alors, où est la responsabilité de l'armée dans cette affaire? Sa responsabilité, au contraire, serait celle de pouvoir conserver des marqueurs fondamentaux de discipline, de rectitude et des facteurs normatifs. L'armée est une institution normative. À partir de ce moment, elle a quand même pris, n'est-ce pas, la peine de faire une vérification ultime. Et c'est au cours de cette vérification ultime, malgré le fait que les dossiers soient acceptés sur la base des conditions de dépôt de dossier, c'est sur cette base-là que on trouve qu'il y a 1000 recrues
qui ont des faux diplômes. Non, ne me coupez pas, s'il vous plaît, parfait. C'est il peut intervenir, non, s'il vous plaît. Et puis, vous avez pratiquement la plus de 8 minutes. Ah bon. Allons-y, mon colonel. Non, là, je vais m'arrêter. Vous n'allez pas vous arrêter, mon colonel. Chutez, les autres ont intervenu. C'est pour vous dire que, n'est-ce pas, il ne faudrait pas croire que l'armée est gérée comme on gère une épicerie. Aujourd'hui, le Cameroun vit des tensions qui sont des menaces polyformes dans tout le Cameroun, et l'armée camerounaise fait face efficacement à ces menaces parce qu'il y a une pompe, n'est-ce pas, de renouvellement des effectifs et de renforcement des effectifs. Très bien. Monsieur Niek, je vous pose une question. Pour justement éviter ce qui est arrivé là, et Serge Espoir Matomba parlait tout à l'heure d'un problème d'image, parce que l'information tourne quand même en boucle à travers le monde. Est-ce qu'il ne serait pas adéquat que nous puissions d'abord vérifier l'authenticité de ces diplômes avant d'accepter que les candidats aillent en formation militaire? Alors, moi, pour répondre à cette question, je dois d'abord rappeler que nous avons des spécialistes, des théoriciens et des praticiens de la question sur le plateau. Tout à fait. Et qui nous ont donné quand même les éléments qui nous permettent d'apprécier au fond ce qui se passe. Moi, je parlerai davantage en tant que politique. Je crois que le problème qui se pose n'est pas un problème de l'armée. C'est un problème du chômage. C'est un problème de l'emploi. C'est-à-dire la santé économique d'un pays est mesurée par la capacité de ce pays à encadrer tous ceux-là qui vont à la recherche de l'emploi. Vous savez, l'encadrement d'un pays, c'est-à-dire la fonction publique dans un pays, il y a les standards mondiaux. Un pays pleinement développé doit avoir un agent public pour 12 habitants. Pour les pays comme les nôtres, qu'on dit en voie d'émergence, on doit avoir pour un agent public 25 habitants. Ça veut donc dire que le ratio normal d'agents publics au Cameroun devrait se situer au minimum à 1 million d'agents publics. Mais nous sommes à peine, avec tous les faux matricules, à 350 000 agents publics. Donc, chaque fois qu'on va laisser la rareté en matière d'offres, d'opportunités d'emploi, il y aura un véritable problème. On ne peut pas laisser l'armée à elle seule recevoir tous ces Camerounais qui sont dans la recherche de l'emploi. On ne peut non plus orienter ou alors focaliser les profils dans un seul domaine. Parce que lorsqu'on parle, vous avez parlé du scandale, ce n'est pas le premier scandale dans l'armée, parce que nous faisons sur ce plateau comme si c'est la première fois qu'il y a une promotion qui a été radiée pour faux diplôme à l'armée. Je parle sous le contrôle de monsieur le docteur, le colonel Didier Badjek. C'est des choses qui sont déjà arrivées, peut-être pas à cette ampleur de 1000 personnes, mais chaque fois qu'il y a un recrutement dans l'armée, peut-être l'armée ne communique pas suffisamment toujours. Il y a toujours les personnes recalées, soit pendant la formation, avant la fin de la formation, même après. Donc, nous pensons au PCN, d'ailleurs même ceux qui ont parcouru l'ouvrage sur le fédéralisme communautaire, nous pensons qu'il y a un problème de sous-emploi au Cameroun. Et nous pensons que la problématique de l'emploi est très mal adressée au Cameroun. C'est pour cela qu'il y a problème. Donc, on donne l'impression aux Camerounais que tant qu'on n'est pas détenteur d'un matricule, ça veut dire qu'on n'existe pas. Or, dans les pays, tout le monde sait que pour créer un emploi administratif, il faut d'abord 5 emplois privés ou alors générateurs de revenus. C'est l'argent de ces emplois-là qui crée donc le matricule à la fonction publique. Or, chez nous au Cameroun, on sait que si on veut s'enrichir, si on veut être en sécurité, il faut absolument avoir le matricule. Travaillons donc maintenant à changer ce paradigme. Moi, je vais vous prendre un exemple. Le commerce agro-pastoral des boulevards de 2011 nous a ouvert un boulevard d'opportunités sur l'agriculture qui doit être notre force. Qu'est-ce qu'on en a fait? Rien que le volet agricole sur l'agriculture de la troisième génération. Là, nous sommes dans l'agro-industrie qui va créer les emplois. Et lorsqu'on le dit, peut-être il faut qu'on vous me demandez de chuter, mais on doit vous dire, on doit rappeler aux Camerounais que parmi les 4 secteurs dans lesquels le gouvernement camerounais doit s'investir, il y a prioritairement ce qu'on appelle l'enseignement. Et dans l'enseignement, il y a l'orientation. C'est-à-dire, le gouvernement doit se dire que dans 5 ans, voici les secteurs dans lesquels on va devoir investir. Formons les Camerounais dans ces secteurs pour que, une fois qu'on est en train d'y travailler, on est des gens compétents partout dans tous les volets. Et comme je dois citer, donc pour nous, ce qui se passe à la défense est juste un problème de chômage. Donc il faut une politique publique qui va créer les emplois dans le public, dans le privé, pour éviter à ce que quelques secteurs seulement soient en train de recevoir ces fortes demandes-là. Quel que soit le mécanisme que vous allez mettre
au niveau de l'armée pour sélectionner, la demande est intense, elle est massive, elle va obliger l'armée à prendre du recul pour rester dans la discipline, quel que soit le moment où elle va livrer ses vrais résultats, que ces résultats arrivent. Donc, travaillons à diversifier, à multiplier l'offre, à dire aux gens que le secteur privé est là, à créer les conditions. Parce que dans un pays où tout est corrompu, que les gars ne pas, et il y aura toujours beaucoup de problèmes. Donc, c'est la problématique du chômage. Travaillons à multiplier l'offre. Ça va donc faire que l'armée ne sera pas toujours ciblée comme les NAM, comme tous les quelques 2-3 secteurs d'activité qui existent. Antoine Awonon, on parle donc de 100 faux diplômes. Beaucoup estiment que c'est un peu trop. Il s'agit, je parle de 1000 faux diplômes. On ne parle pas de 10 faux diplômes, on ne parle pas de 50, on ne parle pas de 100. Nous sommes quand même déjà là pratiquement en 1000. Est-ce que cela ne signifie pas, parce que pour l'instant, nous voyons que ces recrues qui ont été refoulés au niveau des centres d'instruction, après avoir quand même bénéficié de cette formation-là, à un moment donné, est-ce qu'il ne faut pas voir derrière ces 1000 faux diplômes un vaste réseau caché? Comment ne pas chercher à démanteler le faux réseau? Oui, votre question est pertinente. Mais je voudrais déjà dire d'abord, avant de répondre à votre question, dire un petit mot à mon jeune frère, le président Serge. Je voudrais dire à Serge que il n'est pas question, cette radiation ne constitue pas un événement. C'est-à-dire... Ah bon? Oh oui, non, parce que ça s'est passé ailleurs. Selon vous, qu'est-ce qui devrait constituer un événement? Attendez, c'est lorsqu'on va radier toute l'armée? C'est pas ça le problème. Le problème n'est pas la radiation. Je voudrais lui prendre un petit exemple. Je l'invite à lire l'affaire du Conseil d'État en France en 2010. L'affaire de monsieur Jean-Hugues Millet. Il a radié 93 gendarmes, les officiers gendarmes. L'affaire est au Conseil d'État. C'est pas un événement propre au Cameroun. Parce qu'il dit, parce qu'on a fait ça, quelle image on aura. Vous pensez que selon vos comparaisons, est raison? C'est pas que c'est raison, mais c'est fondamental. En France, c'est fondamental. Si ça arrive au Cameroun, c'est pas grave. C'est pas une récupération. Je voudrais pas qu'il fasse une récupération politique. Ça, c'est faux. C'est un problème récurrent. Je voudrais, à la suite de ce que je viens de dire, allons-y, soyons honnêtes envers nous-mêmes. Où est-ce qu'il n'y a pas de faux diplôme dans la fonction publique camerounaise? Dites-moi un peu. Je prends l'université que je connais. Vous avez suivi l'affaire le recteur Bekola à Douala. Ça jazzait. Des faux diplômes parce qu'on demande à un enseignant, quelqu'un qui postule à enseigner à l'université de Douala, on lui demande de présenter des originaux de ses diplômes. Ça devient un scandale. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, il n'a jamais présenté un seul original de ses diplômes. Mais il voulait qu'on le recrute. Allons à la fonction publique même. Combien on a chassé à la fonction publique? Je me souviens à l'époque où Robert Nkil était ministre du Travail. Il en a mis à la porte des dizaines, des milliers à cause des faux diplômes. Je peux citer des exemples et donner même des noms. Pour moi, nos véritables problèmes, et là j'enjoins le colonel et le ministre, c'est que le problème n'est pas un problème d'armée parce que l'armée reçoit. Le problème est loin, c'est-à-dire ceux qui authentifient ces diplômes. À ma connaissance, et je parle sous le contrôle du colonel Badjek, je crois que l'armée n'a pas une cellule là-bas qui authentifie ou qui... Est-ce qu'il ne faut donc pas chercher à mettre dans des mécanismes sur pied? Les mécanismes sont là. C'est pas facile, Antoine, je vous relance. Vraiment, c'est pas le problème de l'armée. L'armée ne fabrique pas des diplômes. L'armée reçoit. C'est trop facile. Comme l'armée reçoit, elle reçoit dans un peu de n'importe quoi. Je vous relance, je vous réponds objectivement. Nous, moi par exemple, à notre époque, elle n'est pas une époque très lointaine, hein. Je me souviens, les seuls concours que j'ai pu faire au Cameroun, c'était le concours de l'armée, l'EMIA, c'était le concours de l'ENAM, et c'était le concours de l'IRIC. Malheureusement,
cette année-là, on a supprimé tous ces concours, aucun résultat jusqu'au jour d'aujourd'hui. Ça m'a révolté. J'ai dit, je ne pourrai jamais encore travailler à la fonction publique camerounaise. Et je ne margerai jamais sur le budget de l'État, jusqu'à ma mort. Et ça, je suis resté ferme jusqu'à présent. Pourquoi? Parce que, à cette période-là, qu'est-ce qu'on faisait? Il y avait ce qu'on appelait l'attestation de présentation de l'original du diplôme. Et c'est le gouverneur qui avait qualité pour authentifier tout cela. Mais à un moment donné, avec des éléments sociologiques dont je ne pourrais pas énumérer ici, on a retiré cette prérogative au gouverneur pour donner aux sous-préfets, aux chefs de district, aux commissaires par moment qui font du n'importe quoi. On se retrouve à la situation où nous sommes à l'heure actuelle. Vivement que les autorités, les officiels en charge de ces concours-là, au ministère de la Défense, s'ils m'écoutent, qu'ils revoient le mécanisme d'authentification des diplômes pour qu'on se retrouve là, on se retrouve plus là où nous sommes. Autre chose. Et là, vous avez chuté. Autre chose, je vais chuter. Je vais vous dire une chose. Est-ce que c'est le diplôme qui constitue un bon soldat? Parce que vous êtes docteur, vous amenez sur un autre débat. Non, ce n'est pas un autre débat, il est lié. C'est fondamentalement. Est-ce que, je vous prends un exemple, moi il est bien vrai que certains me disent, mais voilà, toi tu as grandi sur Aïdjo, nous on a grandi sur Paul Biya. C'est la même chose, c'est le Cameroun, nous sommes tous des Camerounais. Sur Aïdjo, le recrutement se faisait comment? Quand vous savez courir, vous voulez donc qu'on revienne à cette étape? Je ne l'ai pas dit. On va voir ce qui est positif, ce qui était positif à cette période et ce qui ne l'est pas actuellement. Mais la réalité, elle est objective. Hein? Très bien. Monsieur, ici, il faut gouverner, c'est prévoir. Il faut anticiper sur les événements. Et finalement, qui n'a pas anticipé? Ce sont ceux qui sont en charge de la décision qui n'ont pas anticipé ces choses-là. C'est-à-dire dire l'armée. Non, pas l'armée. Hein. L'armée reçoit, je vous dis, je maintiens ma position. L'armée reçoit. Gouverner, c'est prévoir. Alors, qui n'a pas prévu? Ce sont les autorités qui ont légalisé ces diplômes et les ont authentifiés. Ils n'ont pas prévu. Ils n'ont pas prévu cela. L'armée se retrouve étiquetée parce que l'armée a pris une décision. Après avoir fait son check-up, elle s'est rendu compte que X ou Y n'a pas un bon diplôme. On aurait fait le boulot en amont. Si on avait fait ce boulot en amont, l'armée ne serait pas retrouvée dans le pétrole. Monsieur Awana, est-ce que vous savez qu'il y a certains concours? Oui. Lorsque vous présentez ces concours-là, avant qu'on n'arrive même à composer, on vérifie d'abord l'authenticité de votre. Mais c'est ce que je suis en train de savoir. Nous parlons le même langage. D'accord. Qui vérifie donc l'authenticité? L'organisateur du concours. Ah, l'organisateur du concours n'a pas de moyens. Il faut les moyens. Mais non, les moyens sont. Je vous parle de l'instant, le communiqué qui est venu du côté de la le problème, on a envoyé des éléments au niveau des institutions où on atteste que le diplôme ici, on a envoyé des missions à l'étranger. Qui a envoyé ces missions? C'est l'armée. Pourquoi l'armée ne l'a pas fait au départ? Si l'armée ne l'a pas fait au départ, parce que il n'y avait pas de tel mécanisme. D'accord. Il n'y en avait pas. Monsieur Apollinaire Amoguil, je suis encore au niveau du nombre. 1000. Cela signifie qu'il y a un vaste réseau. Est-ce qu'on est quand même d'accord à ce niveau? Est-ce qu'on devrait simplement nous limiter à radier les recrues et la vie continue? C'est ça? Ce n'est pas ça, parfait. Je crois que nous mettons la charrue avant les bœufs. C'est comme si on exonérait ceux qui sont tricheurs. Ils ont enfreint la loi. C'est clair. Ils ont enfreint la loi. C'est clair. Ça veut donc dire, et là, je crois que nous avons en partage ces valeurs-là, parce que vous étiez encore plus jeune. Je me rappelle qu'à notre époque, au lycée Général Auclair, si on vous indexait d'avoir triché, ou même d'avoir eu 9 sur 20, mais vous vous sentiez vous-même exclu de la société. Mais si on banalise aujourd'hui la tricherie, on arrive à ça. Parce que le vrai problème, et je suis content de saluer cette émission, Libre Expression, elle a un contenu profondément pédagogique. Il ne faut pas que nos téléspectateurs qui nous écoutent, nos jeunes frères, nos enfants et nos petits-enfants croient qu'on peut tricher et que si on passe par les mailles du contrôle, on est un citoyen normal. Je crois que le problème, il faut mettre l'accent sur cette activité qui est extrêmement grave. Il faut ici réhabiliter l'éthique sociale, l'éthique personnelle
et la morale. Très bien. Je Colonel Badjek, c'est vrai que vous voulez absolument réagir, mais moi je vous pose d'abord une question, mais vous allez dire ce que vous voulez dire. Alors, nous avons quand même pratiquement près de faux candidats, 926 pour être plus clair, qui ont donc eu ce concours. Je suppose qu'il y a donc des candidats qui étaient compétents, avec des vrais diplômes, qui ont été exclus. Il n'y a pas une injustice sociale? Ben écoutez, je vous parle d'une institution qui est normative. Et je pense que au lieu de critiquer ce que l'AMA a fait, il faut lever le chapeau à cette décision qui est lourde. Puisqu'on a admis les candidats, c'est parce qu'on intimait le besoin impérieux de les recruter. Malheureusement, ils sont dans le faux. Voyez-vous, parce que le faux que vous avez relevé en ce moment, vous évacuez un peu trop vite le faux qui est fait à la base même, où on vous signe des faux diplômes. Ce n'est pas le sous-préfet qui le fait. Je suis sûr que si on regarde ces faux diplômes-là, vous allez voir que les signatures même des autorités qui les sont scannées. C'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas reprocher à l'armée de présenter, de faire un avis de concours en posant, n'est-ce pas, les conditions de dossier, d'admission de dossier telles que, n'est-ce pas, la réglementation administrative l'impose. Maintenant, l'armée se donne le devoir, la précaution de vérifier encore si jamais, par rapport aux informations reçues, sachant qu'il y a beaucoup de faux diplômes, l'armée fait donc sa vérification en envoyant les noms dans toutes les académies, au niveau de toutes les sources. C'est en ce moment qu'on se rend compte qu'il y a du faux. Dans cette opération, il y a d'abord un gain dissuasif. C'est que la prochaine fois, les gens sauront que ça ne va pas passer. C'est d'abord le gain qu'il y a. Il y a 1000 hommes. Ils ont commencé à recevoir une certaine formation. Au moins, on les a redressés. Encore heureux sont-ils qu'ils ne soient pas poursuivis, n'est-ce pas, pour faux et usage de faux. Parce que c'est en réalité ce qu'ils devraient subir en ce moment. Et par la suite, comme je vous ai dit, ce qui réglemente, ce qui justifie la politique de recrutement, ce sont les TED. Tout simplement. C'est parce que en ce moment, en raison de la situation géostratégique, en raison de la situation sécuritaire, eh bien, les experts militaires estime quel est le nombre de recrues qu'il faut. Et puis, il faudrait savoir quelque chose. Je suis contre cette imagerie que l'on a de l'armée aujourd'hui. L'armée est une armée aujourd'hui qui est technologique. En réalité, pour pouvoir travailler sur le terrain, il faut associer la techno-guerre et la guerre rustique. Donc, il faut des militaires qui sont robustes, mais le champ de théâtre opérationnel aujourd'hui est informatisé. Le cerveau. Même dans le tir que vous faites aujourd'hui, il faut faut avoir de la trigonométrie dans la tête. Il faut avoir de l'informatique. Il faut avoir de tous les aspects juridiques. Parce qu'aujourd'hui, les droits de l'homme et tout le reste, le droit de la guerre, c'est applicable sur le champ de bataille. Et on ne recrute plus le militaire aujourd'hui au niveau du CEP. On les recrute au niveau du BEPC. Et je dois vous dire que dans la progression du soldat, lorsqu'il a 6 ans d'armée dans sa spécialité, c'est un spécialiste. Parce que même lorsqu'il fait sa formation commune de base, après juste la formation commune de base, il fait ce qu'on appelle la formation élémentaire de spécialité. Ce n'est qu'en ce moment qu'il est disponible à servir au niveau de sa mission. Après cela, il va faire son certificat d'aptitude technique numéro 1, certificat d'aptitude technique numéro 2, le CAT3 qui est interarmée, qui permet à ce soldat d'intervenir dans toutes les armées conventionnelles, terre et mer. Par la suite, il fait son brevet supérieur de spécialité numéro 1. Ensuite, le brevet supérieur numéro 2. Lorsque vous voyez un adjudant passer, il va vous parler, n'est-ce pas, le mauvais français comme on dit au quartier, mais faites attention, dans sa spécialité, il est inégalable. Après le BPC, si c'est le diplôme de départ, c'est un élément qui se situe exactement au niveau du BTS, au moins, au minimum. Parce qu'après ça, même il y a le cadre de maîtrise qu'il peut faire. Donc, voyez-vous, il faudrait qu'on sorte un peu de ce concept où on croit que l'armée aujourd'hui, c'est un exutoire, où on doit recruter n'importe quoi. L'armée aujourd'hui, il faut associer deux choses,
n'est-ce pas, ce qu'on a dans la tête et ce qu'on a dans le muscle. Et malheureusement, comme vous l'avez dit, et c'est pour le regretter, ces 1000 recrues ont pris la place d'autres, mais je ne me mets pas à la place du décideur, je ne me mets pas à la place du haut commandement. Il y aura certainement une réparation parce que je suis sûr que pour cet effectif, ce nombre-là qui est important, il va falloir le remplacer. Très bien, merci. Je pense d'ailleurs que le communiqué le disait. Et maintenant, ce n'est pas les mécanismes qui vont être mis sur pied pour les remplacer, puisque la formation a déjà débuté. Bon, je n'en sais rien. Je ne suis pas de l'armée. Peut-être encore le colonel nous reviendra tout à l'heure pour nous édifier. Moi, je vais reposer la question. Quelqu'un sur le plateau l'avait déjà évoqué. Monsieur Niek, ces gars qu'on vient de radier, même si le colonel a semblé dire que les informations qu'il a eues, ils avaient reçu seulement 1 mois de formation, ils n'ont pas appris à tirer, ainsi de suite. Mais moi, je pense quand même que c'est dangereux. Même si vous avez été formé pendant 1 semaine au niveau des centres des instructions, vous connaissez déjà comme ce que parfois ils ne connaissent pas en termes de militaire, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors, renvoyer 1000 personnes comme cela au quartier, sur le plan sécuritaire, est-ce qu'il n'y a pas lieu de crainte, tout en rappelant que du côté du Nozo, on m'a fait comprendre que Nopiti est un ancien de l'armée camerounaise? Oui, je crois que ce problème est un problème quand même sérieux au moins à 3 niveaux. Déjà au niveau des familles même, parce que c'est des sacrifices consentis pour arriver à ce niveau. Je crois que c'est même là où il y a un problème dans la logique fondée de raisonnement du colonel. Parce qu'il n'intègre pas que l'armée est une institution, mais il y a les individus qui travaillent pour les institutions. Non, on le connaît comme monsieur objectif. Peut-être se dit que tous ceux-là qui sont dans l'armée sont objectifs. Parce que vous allez vous rendre compte que ces personnes-là qui sont admises, c'est généralement ceux qui sont dans l'armée qui commencent à leur dire que l'année prochaine, il y aura un concours. Commence à chercher le diplôme, il y a le réseau. Commence à chercher le réseau. Voilà ce qu'il faut et ton nom va sortir. Finalement, ça circule à ce niveau-là. Donc peut-être les réflexions vont aller dans ce sens en demandant au colonel que qu'est-ce qu'on fait des intervenants dans le circuit, le processus de recrutement. Est-ce que la moralité que l'armée se veut de renvoyer en tant qu'institution, est-ce qu'on a toujours ces gens avec cette vertu à ce niveau? Donc au niveau des familles, c'est des sacrifices consentis qui ne peuvent pas laisser les familles indifférentes. Maintenant, les individus, c'est la carrière, c'est l'espoir. Et nous sommes dans un contexte compliqué, comme vous l'avez dit, avec la crise de nos eaux. Est-ce que ces gens-là ne peuvent pas être récupérés là-bas? On connaît tous le processus de recrutement dans le Boko Haram. Lorsque j'ai parcouru ces listes, il y a quand même les ressortissants de cette zone où Boko Haram sévit. Mais je crois que globalement, l'État doit savoir quand même comment accompagner. Les mecs disaient, s'il y avait une compensation qui peut quand même nous permettre d'avoir le juste milieu. Les personnes sont déjà radier les effectifs. Qu'est-ce qu'on en fait par la suite? L'effectif est costaud. C'est des individus qui ont rêvé les carrières. Donc je crois que c'est une question que vous posez comme cela qui reste pour nous une préoccupation principale parce que qu'est-ce qu'on fait de ces 1000? Qu'est-ce qu'on fait de ces personnes-là? L'armée va les accompagner en s'assurant qu'ils n'ont pas été recrutés. Mais est-ce que c'est suffisant? Il faut absolument qu'on cherche dans leur niveau réel. Qu'est-ce qu'on peut faire pour les accompagner, pour qu'ils ne deviennent pas finalement un caillou dans nos chaussures? Donc il faut que une politique soit mise sur pied pour que cela soit fait. D'accord, une politique devrait donc être mise sur pied. Je vous pose la même question, Antoine Aonon. 1000 qui ont quand même déjà reçu une formation militaire, on les renvoie au quartier, venir vivre avec nous. Entre-temps, nous avons l'insécurité au Nozo, du côté de l'extrême nord, un peu du côté de l'est. Est-ce que ces gens-là ne seront pas ceux qui vont simplement aller renflouer l'effectif dans ces zones où nous avons une grande insécurité? Oui, a priori oui, mais avant même d'aller intégrer les mouvements séparatistes ou mouvements révolutionnaires et autres, il y a même le grand banditisme. Tout à fait. Il y a le grand banditisme. Ces gens au moins ont vu comment on manipule les armes, comment on manie les armes, comment on les jongle, comment on charge, ainsi de suite. Ils ne sont pas comme vous et moi. Pas du tout. Voilà. Alors, sur le plan sécuritaire, vous savez, je vais parler un peu sous le contrôle du colonel. La gendarmerie a 4 régions. 11 légions et 5 groupements.
Ça, c'est l'organigramme de la gendarmerie nationale. Il y a des compagnies. Et le plus petit nombre d'éléments dans une compagnie, c'est 100 à 250 personnes. Alors, 1000, faites la comptabilité, ça fait au moins 4 compagnies. Alors, si ces compagnies, 4 compagnies qui se retrouvent dans 4 régions, les régions chaudes, je prends 250 personnes qui vont rejoindre, par exemple, le mouvement de libération du Cameroun, au Grand Nord. Ça fait 250 fusils. C'est pas rien. Au nord-ouest, une autre légion, ça fait 250 fusils qui vont encore arriver là-bas. Au sud-ouest, 250 fusils. Et puis maintenant, au niveau de l'est. Et moi, je laisse un peu le littoral maritime. Vous voyez, ça fait peur. Ça fait peur. Alors, les décideurs, est-ce qu'ils ont tenu compte de tout cela avant de prendre cette décision? Elle fait mal. Voilà, elle fait mal. C'est pour cela qu'en droit, les gens posent souvent la question de savoir qui doit-on punir, celui qui fait l'action ou celui qui fait faire l'action. Voilà. Très grande question fondamentale. Donc, pour ma part, je le dis en toute sincérité, il faut éviter de prendre des décisions actives en matière de sécurité et de défense. On mûrit bien la décision. On prépare les 3 éléments fondamentaux d'une décision. Alors, il me paraît, il me semble que, je ne suis pas dans le secret des dieux, que cette décision n'a pas été préparée, elle n'a pas été mûrie. Je prends un autre volet. Ces gens, jusqu'à présent, je prends le volet juridique, ils bénéficient encore de la présomption d'innocence, jusqu'à ce que leur responsabilité soit établie devant des tribunaux qui seront impartials et objectifs. Ils sont encore présumés innocents, même si des preuves accablantes sont là. Mais il faudrait que le tribunal, imaginons, si ces gars déversent cette histoire, ils font leur recours gracieux préalable, et ils saisissent dans les tribunaux pour dire que nous disons, je crois que vous avez suivi comment les avocats prennent les dossiers, nous disons que nos clients n'ont pas triché. Et en droit, on dit, celui qui avance un argument apporte la preuve. Qu'est-ce qui va se passer? Ce sont des éléments, parce que l'arrêt du Conseil d'État, on l'avait annulé. On l'avait annulé. Ah oui. Et puis, autre chose, des éléments constitutifs d'un acte administratif unilatéral. Parce que le ministre Betty a pris un acte administratif unilatéral. Et nous, pour avoir ces éléments-là, il y a l'auteur de l'acte. Est-ce que c'est lui qui devait radier les gens? Je parle sous le contrôle du colonel. Il est ministre délégué. Le vrai ministre de la Défense, c'est le président Biya. Il aurait fallu qu'un décret présidentiel radie ces gens de la gendarmerie. Vous voyez, autant d'éléments, c'est pour ça que je vous dis, la décision à mon humble avis, a été prise de manière active. Il y a tous ces paramètres-là. Et puis, allons sur le volet social. Le PCRN a posé cette problématique. Le chômage. Et le chômage, tout le chômage, et rien que le chômage. Merci. D'accord. Je repasse d'abord la parole à M. Amoguil et par la suite, docteur colonel Didier Badiek interviendra sur certains aspects techniques là tout à l'heure. Alors, M. Amoguil, la décision, selon Antoine Aonon, aura été prise de manière active. Entre-temps, il y a quand même un problème d'insécurité. Reverser ces 100 personnes comme ça dans la rue, laissons même le nord-ouest, le sud-ouest, ainsi de suite, il y a même l'insécurité, même dans la ville, le grand banditisme qui peut avoir des ailes avec cette radiation. Je suis pas tout à fait d'accord avec le copanéliste, pour la simple raison que quand il dit que le vrai ministre de la Défense est le président de la République, ça c'est clair, l'organigramme gouvernemental tout le à dit fait. ainsi. Mais il y a un principe fondamental en droit, c'est le parallélisme des formes. Qui signe l'acte qui rend les résultats publics? C'est le MINDEF. C'est le MINDEF. Donc le principe du parallélisme des formes l'habilite parfaitement à faire cela. Mais maintenant... Quelle est la nature de l'acte signé? Quelle est la nature?
C'est ça le problème. Quelle est la nature de l'acte? Bon, je comprends, parce que là, le problème que vous posez, j'y arrive, c'est le deuxième aspect. Oui. C'est ce que a semblé soulever le représentant du PCRN et notre ami Serge Matumba. Je crois qu'ici, il faut éviter, quand il y a un problème de cette nature, quelle qu'en soit la sensibilité sociale ou sociologique, il faut éviter de verser dans le populisme. Or, je crois que là, il y a un élément, vous l'avez dit vous-même, il y a comme une tentative de récupération politique. Il faut éviter, il est plus mesuré. Est-ce que vous ne voyez pas la récupération politique partout? C'est un fait qui est posé sur la table. C'est pas monsieur Serge Espoir Matomba qui a fait en sorte qu'il y ait 100 radiés dans l'armée. Non, je le dis pas, mais maintenant, soulever le problème du sous-emploi, du chômage, l'investissement des familles, pour moi, c'est un amalgame qui pour vous, il faut radier cette richesse. En point, c'est oui, qui n'est pas cohérent. Ils ont les voies de droit pour ce pouvoir. Ils ont les voies de droit pour ce pouvoir. Ceux qui auront gain de cause, l'État pourra examiner et voir véritablement si oui il y a compensation ou indemnisation ou autre. Mais c'est un fait qu'on ne peut pas banaliser sous le prétexte réel du reste. Sous les arguments réels de sous-emploi, chômage des jeunes, etc., etc. Puisque vous l'avez relevé, je vais chuter par là. Il y a d'autres jeunes méritants qui ont des dossiers conformes, tout à fait, qui attendent. Pourquoi ne pas les réhabiliter dans le cadre d'une liste d'attente d'une commission qui viendrait maintenant réexaminer les dossiers de tous ceux qui ont échoué? Est-ce qu'ils vont rattraper la formation? Si nous partons du principe, maintenant. Si on part du principe que la formation n'était qu'à ses débuts, parce que ça aussi il faut qu'on le dise à l'opinion publique. Il ne faut pas que nous faisions comme si la formation était arrivée à son terme. Le colonel l'a dit, un mois. D'accord. Je passe justement la parole au colonel qui doit intervenir rapidement sur quelques aspects d'ordre technique. Ah, il va toujours me presser, mon cher je vais essayer d'aller vite. Il faudrait déjà savoir qu'il y a des conditions, et que lorsque la recrue est engagée, il signe un engagement. Il est averti de ce qu'il ne doit pas être marié, il est averti de ce qu'il ne doit pas avoir d'enfant en charge, et il est averti, et il le signe, que si jamais on détecte, n'est-ce pas, un faux document dans son dossier, il y a la radiation automatique. C'est écrit et il a signé. Donc sur le plan de droit, je pense que c'est réglé. Maintenant sur le plan de la formation, le manque aujourd'hui va être évalué. Il ne faudrait pas que nous fassions le travail des militaires et des stratèges. Nous avons perdu 1000 hommes. Est-ce qu'il est judicieux pour nous de reprendre ceux qui sont en liste d'attente, on va dire comme ça entre guillemets, ou alors ne faut-il pas attendre notre recrutement? Le problème du temps, je voudrais que vous le compreniez rapidement. Quand on lance l'avis de recrutement, on le lance à un moment donné. On n'a pas les candidats sous la main. Mais ce que vous n'arrivez pas à intégrer, c'est que lorsqu'on a déjà sélectionné le candidat, il doit être la propriété de l'armée. Parce que pendant sa formation, il ne doit pas sortir, n'est-ce pas, des billes, comme on dit, des paramètres qui l'ont habilité à être recru, qui sont des paramètres physiques. Vous savez que la formation militaire est très rude. Et même lorsque nous prenons ces précautions, elle ne se fait pas sans victimes. C'est souvent qu'au cours des formations, il y a des victimes. Alors on ne peut pas se permettre de passer du temps. Vous allez me dire que non, on peut faire le recrutement et puis les gens amènent leur diplôme. C'est une procédure qui est longue. C'est pour ça qu'il y a un temps. Et sachez quand même que cette armée camerounaise aujourd'hui, elle est impliquée, n'est-ce pas, un peu partout. Il y a la crise du Nozo, il y a la guerre contre Boko Haram, il y a toute au niveau de la surface hauturière, atlantique et tout. Mais sachez que ce sont que des hommes. Il y a une charge de travail aujourd'hui, il y a une telle élongation opérationnelle qui font que aujourd'hui, il faut faire des choses par étapes. Et la vérification de ces listes-là est longue et fastidieuse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on envoie tous les résultats. Peut-être qu'il va y avoir une application, il faut créer un algorithme qui permette d'accélérer la procédure, mais il faut que les gens soient déjà dedans. On ne va pas se mettre à vérifier tout. Vous savez combien il y a dans les recrutements? C'est près de 200 000 candidats camerounais qui arrivent, qui se présentent. C'est pas facile. Il faut être capable de tamiser. Et c'est lorsqu'on a le produit et les candidats sont avertis de ce qu'ils doivent avoir déposé des pièces authentiques. Et que toute fausse pièce, n'est-ce pas, va se traduire par une
radiation. Et moi, je vous pose donc une question, hein, la dernière, docteur colonel Didier Badjek. Que faut-il faire pour que cela n'arrive plus jamais? Il faut faire ce que l'armée vient de faire. On va toujours après que les non, maintenant, pour quelqu'un qui est sérieux, il sait que on fait des vérifications à la source. S'il arrive avec son faux diplôme, il va s'abstenir. Il va s'abstenir. C'est une dissuasion, c'est une décision forte. Avec toutes les conséquences, moi je pense qu'il ne faut pas qu'on transforme le bourreau en la victime. On ne doit pas exonérer des gens qui ont fait. Si vous demandez mon avis, les 1000 là, ils vont répondre devant la justice pour faux et usage de faux. Parce qu'il n'y a pas une justice à géométrie variable au Cameroun. Il n'y a pas du social à faire. Il n'y a pas de la philanthropie à faire. Vous n'êtes pas dans le cadre, parce que vous, quand vous raisonnez, mettez-vous à la place, n'est-ce pas, de ces candidats qui sont normés et qui avaient une ils ont pris cette place qui ont échoué. Maintenant, il y a les justices. Alors pourquoi est-ce qu'on doit se mettre à la place de ceux qui sont les mauvais? Merci, hein, vous êtes en direct sur Info TV. Le programme c'est Libre Expression. C'est tous les dimanches, 11h30, 13h30, le temps d'une page publicitaire. Le calcio, un seul mot et toute l'Italie s'embrase. Bien frappé, il est trop bien frappé! Quel coup de canon! Qui fait exulter les tifosi! Ici, la passion se vit dans l'excès et au football, elle va même au-delà. Incroyable scénario! Reprise de la Serie A à partir du 13 août en direct sur les chaînes Canal+ Sport. Un nouveau roi, son fidèle ennemi prêt à le détrôner, et une meute de guerriers. C'est un match de dingue! La Liga est unique. Ce but fantastique, cet enroulé mystique! Ils sont nombreux à vouloir la conquérir. Oh, le stade est en train de faire un vacarme assourdissant! Retrouvez la Liga à partir du 12 août en direct sur les chaînes Canal+ Sport. En août, seulement sur les chaînes Canal+. Venus Williams, la meilleure joueuse de tous les temps. Une famille solide, c'est une entreprise solide. La scène est à vous, mademoiselle Franklin. N'essayez pas de me caresser ou je vous saute à la gorge. Il y a de la place pour les chats et pour les souris. Vous pouvez conquérir le monde. Cinéma, sport, séries, documentaires et grands spectacles, les chaînes Canal+, c'est 100% de toutes vos envies. Et quand vous en demandez plus, nous vous en donnons encore plus. Réabonnez-vous à la formule supérieure et profitez de l'offre encore supérieure pendant 30 jours. La Bundesliga revient en force. C'est parti! Entrez dans une nouvelle ère, menée par la jeunesse. Oh, le cheddar! C'est cette nouvelle génération! Les prodiges ont la rage de vaincre, la soif de victoire. Quel exploit! L'élite reste en place. Mais quel but! Les nouvelles superstars veulent marquer l'histoire. Découvrez ce qu'est la Bundesliga! La reprise de la Bundesliga est à vivre à partir du 5 août en direct sur les chaînes Canal+ Sport. Bon retour sur ce plateau de Libre Expression. Je vous le disais en début de ce programme, notre deuxième partie est consacrée à ce phénomène, entre guillemets, des décès de certains membres du gouvernement en fonction au Cameroun. Pour l'heure, on parle de 2 ministres délégués et d'un secrétaire d'État et nous sommes à 3. Et jusque-là, pas de remplacement. Comment expliquer cette situation? Je passe tout d'abord la parole à Monsieur Nyek. Monsieur Nyek, ça fait quand même trop. Un ministre, un deuxième, un troisième. On ne remplace pas. Finalement, comment comprendre cette affaire? C'est pas important d'opérer des remplacements à ce niveau de l'administration? Alors, je me voudrais d'abord m'incliner sur la mémoire de ces Camerounais qui ont servi le pays à ce haut niveau et dont on connaît incontestablement les actes. Maintenant, vous posez une problématique importante, celle de savoir comment
comble-t-on le vide? Mais le problème, c'est qu'il faut se situer dans la dimension macro pour essayer de comprendre comment ces choses peuvent être pensées. Est-ce que le plus important maintenant, c'est de changer pour changer, ou de s'assurer qu'on change pour gagner par rapport à l'ensemble des stratégies que nous avons dans nos esprits? Nous sommes dans un contexte incontestable de la transition. Et il faut bouger les pions en sachant que le pion qu'on amène là ne viendra pas bouger les équilibres stratégiques. Là, je me mets à la place du décideur. Et maintenant, dans la vie quotidienne, avez-vous vraiment l'impression que quelque chose a changé du fait que ces personnes ne sont pas là? Non, rien du tout. Le Cameroun est bloqué depuis parce qu'il est essoufflé et les gens travaillent au remplacement de l'essoufflement. Nous avons un système qui doit travailler à ce que 2025 ne puisse pas l'échapper. Donc moi je pense que le président de la République dans cette situation, le plus important pour lui, ce ne sont pas les places vides. Qu'est-ce qu'on fait stratégiquement pour que, en remplaçant ces places, qu'on n'ait pas bougé les équilibres qui puissent nous donner encore plus de chance à l'après 2025. Donc l'effectif même d'abord. On a combien de ministres, 7 secrétaires d'État. Donc pour moi, si on reste dans la logique du PSRM, il faut même peut-être le remaniement ministériel que les gens attendent doit aller plutôt dans le sens de réduire les effectifs, pas de remplacer les personnes qui sont parties, parce que c'est de l'économie. Il y a de l'argent, il y a même la maîtrise du fonctionnement de tout ce qu'on a comme bien. Donc pour nous, pour permettre aux autres de réagir, je crois que le président de la République à ce niveau est davantage préoccupé pour la transition et son problème n'est plus aujourd'hui qu'il faut remplacer un poste vacant parce que je ne voudrais pas faire ici dans le populisme. Les résultats sont quand même de manière objective décourageants de l'ensemble de l'activité du gouvernement. Donc c'est la transition qui nous intéresse et qui doit l'intéresser et c'est elle qui nous intéresse. Nous, au PSN, ce que nous disons aux gens, c'est que le Cameroun peut faire mieux, que les Camerounais s'inscrivent sur les listes électorales, qu'ils préparent 2025 pour que l'après 2025 ne soit plus l'avant 2025. On a le potentiel, qu'on travaille suffisamment à cela. Maintenant, ce que le RDPC fait de ces places vides, c'est son problème. Nous, ce qui nous intéresse, c'est 2025 pour que le Cameroun soit à l'image de ce que nous pensons avoir comme potentiel. Apollinaire Amougil, lorsque nous observons donc cette situation, beaucoup pensent d'ailleurs, et je pense que monsieur du PCRN vient de le relever, est-ce que vous avez l'impression que depuis que ces gens-là sont partis dans l'au-delà, quelque chose a changé au niveau de leur département ministériel? Est-ce que ça ne donnerait donc pas raison à ceux qui pensent qu'au Cameroun, les postes des ministres délégués aux secrétaires d'État, c'est juste pour la forme, en réalité ne servent à rien? Je voudrais faire deux petites remarques préliminaires. Allez-y. J'avoue que j'étais très curieux quand j'ai eu connaissance des thématiques à débattre aujourd'hui. J'étais très curieux de voir qu'on associe le décès d'une personne, nous sommes africains, à un poste ministériel. Je me suis dit, mais c'est vrai que Parfait Aïssi nous a habitués à certaines prouesses. Comment est-ce qu'il va poser le problème? Donc je suis venu et finalement je me suis dit, c'est une occasion pour qu'on explique à nos téléspectateurs qu'il y a des choses qu'il ne faut pas, qui ne doivent pas constituer matière à débat en public, quand elles concernent certains sujets, quand elles concernent certains décideurs, quand elles se situent à un certain niveau de la vie de l'État. Concrètement, ça veut dire quoi? Je voudrais commencer par m'incliner devant la mémoire de ces trois membres du gouvernement. J'en ai connu deux de manière, je peux dire, particulière. J'ai travaillé avec un compatron, le ministre Adoum Gagoum. J'ai connu également madame la secrétaire d'État. Le troisième... Monsieur Ayatou, je l'ai connu un peu. Ça veut dire que j'étais un peu gêné de voir qu'on fait de leur disparition un débat de libre expression. Maintenant, je suis rassuré. Vous avez compris le sens? Je suis rassuré parce que ça nous donne l'occasion de faire comprendre que dans l'affaire du gouvernement, ce n'est pas une question de remplacement numérique. Je crois que monsieur Nyek a bien posé le problème. Qui a prérogative? Sommes-nous qualifiés sur ce panel
Avons-nous qualité et compétences pour débattre profondément d'une affaire regardant le remaniement ministériel? Absolument non, formellement non. Il y a 2 personnes qui peuvent le faire. Une personne, le président de la République, et il a un chef du gouvernement qui l'associe pour faire ça. Donc tous les autres Camerounais n'ont rien à dire pour un remaniement ministériel. Dans cette affaire, si nous le voyons comme une polémique sociale ou sociologique, le problème est déplacé. Il s'agit de voir dans une conjoncture comme celle-ci, quelle est la bonne décision qu'il faut prendre. Je suis sûr et certain, M. Nyek l'a dit, et nous tous nous le savons, s'il y a un sujet qui préoccupe au plus haut point le président de la République, je crois c'est bien cela. Maintenant, est-ce que le problème est celui du remplacement? Donc, monsieur Amoguil, oui, dans un gouvernement sérieux, dans un État sérieux, je présume que le Cameroun l'est, lorsque vous perdez autant de membres du gouvernement, l'aspect ayant trait à leur remplacement n'est pas important. Je vous pose une question. Oui. Si demain, le président de la République procède à un remaniement ministériel et règle ce problème, qu'allez-vous dire? Mais c'est ce que nous demandons, que le problème soit réglé. Alors, sachons qu'il a fait ce pourquoi il est là. C'est-à-dire qu'on ne doit pas avoir des postes vacants éternellement au niveau de l'appareil gouvernemental. Je ne sais pas à partir de quel moment commence l'éternité dans ce que vous posez. Donc ils sont partis il y a 2 ans. Ça ne dérange personne. Non. Enfin, ça dérange pas le président de la République. Je vois ce problème sous l'angle de l'exercice de la citoyenneté pour être vraiment sérieux. À un moment donné, je crois que nous, citoyens, devons apprendre à reconnaître que telle question n'est pas de ma compétence, je n'ai pas qualité pour en parler, même si je mets le vœu, et c'est un vœu qui est collectif, de voir... Nous sommes devant la démocratie, là, monsieur Apollinaire. Oui, parfaitement. La démocratie participative, justement, c'est ça le principe. Et le citoyen ne devrait pas parler, par exemple, d'un aspect ayant trait à un remaniement ministériel dans son pays. Non, il n'a pas qualité, il n'est pas qualifié. Je n'ai pas dit ça, mais la façon dont le problème est posé, c'est comme si on se disait que nous, on peut se substituer à la personne qui le fait pour prendre la décision à prendre. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Mais sachons que là, il y a un problème qui se pose fatalement, je crois, avant la fin du millénaire, ce gouvernement apparaîtra et ceux qui sont partis seront... Et je ne veux même pas qu'on associe la disparition de ces hautes personnalités à un remaniement ministériel. Forcément, il y aura un remaniement ministériel qui va corriger les choses. Merci beaucoup. Antoine Awana, disparition des membres du gouvernement en fonction et pas de remplacement. Faux débat? Pas tout à fait, moi je ne le dirais pas. Les Camerounais sont libres de débattre. Mais ce que les Camerounais doivent savoir, c'est que personne au Cameroun n'est dans les secrets de Dieu. Monsieur Biya tient le gouvernail et il a sa façon de gouverner. Et j'aime souvent à le dire que c'est un bon stratège. Moi je le dis toujours depuis 2015. Je dis que c'est un monsieur qui est un bon stratège. C'est-à-dire dans tout ce que le président de la République fait, vous trouvez la stratégie. C'est-à-dire que les gens meurent comme cela, membres du gouvernement en fonction, on les remplace pas depuis 2 ans, vous trouvez que c'est stratégique. Je vais vous dire pourquoi je le dis sincèrement. Quand vous lisez un peu les écrits de mon maître à penser, le général Santizou, les 45 leçons de la stratégie appliquée, vous allez trouver ça, la stratégie est partout, même en économie, même dans le social. Il y a des stratégies. Voilà, il y a toujours des stratégies que vous allez élaborer. Et ici, lorsque le président de la République, c'est la stratégie. J'en viens à votre question. Monsieur Biya adopte la stratégie du canard marin. Je vais vous expliquer pourquoi. Je veux vraiment une explication. Voilà, le canard marin, c'est très simple. Le canard marin est calme quand l'eau de la mer est calme. Et il est agité quand les eaux de la mer commencent aussi à s'agiter. Ça veut dire quoi sur le plan diplomatique? Voilà un diplomate qui est, je parle sous son contrôle. Vous avez 2 choses. Vous avez la paix, vous avez la neutralité. Voilà. Je prends le cas de la paix. Il a essayé d'esquisser quelque chose de fondamental. Maintenant, est-ce qu'il y a urgence à remplacer les 3 qui sont partis? Première question fondamentale. Une question sociologique. Est-ce qu'il y a urgence? Où est l'urgence?
Où se situe l'urgence? Et pourquoi l'urgence? Voilà trois questions sociologiques que je pose. La deuxième stratégie du canard marin, c'est la neutralité. Le gouvernement qui est là, depuis peut-être 2018, je ne sais pas encore. 4 janvier 2019. 19, voilà. Merci beaucoup. Alors, quel est le type de gouvernement qu'il a mis en place? Et quels sont les objectifs qu'il a voulu atteindre? À court, à moyen et à long terme. Les gens ne se posent pas cette question. On ne remplace pas les gens au gouvernement pour le plaisir ou bien sous pression. Encore que Biya n'est pas un président de la République qui travaille sous pression. Monsieur Antoine Aronan, lorsque vous dites que vous êtes en train de donner vos typologies là, vous avez un ministre délégué. Au Cameroun, vous savez très bien, par exemple, celui qui était parti, était chargé du monde islamique. Je prends que cet exemple. Il n'est plus là depuis un certain temps. Vous estimez que ça ne dérange personne. Alors, qui s'occupe maintenant de ce volet? Il a tout un cabinet. Ah bon? Il a toute une direction. Pourquoi on l'avait d'abord mis? Est-ce qu'on oublie qu'on c'est pour coordonner. Et il ne faisait pas ce boulot-là seul. Il avait des conseillers qui peuvent continuer à faire le boulot. Encore que le ministre est un homme politique. C'est pas un technocrate. Il a des conseillers qui l'entourent et qui lui donnent des conseils. Ah ouais. Je vous dis, le colonel Badjek était chargé de la communication au MINEF. Je crois qu'il avait toute une équipe, hein, mon colonel. Voilà. Cela signifie que le colonel Badjek pouvait aller dormir dans son village pendant un an. L'équipe fait le travail. Mais il coordonne. Mais vous voyez, il y a le téléphone, il y a WhatsApp, il y a tout. C'est tout. Merci. Hein. Alors, colonel Badjek, je repasse justement la parole. Est-ce que ça ne nous rappelle pas le témoignage qu'avait fait à un moment donné l'ancien ministre d'État Marafa Amidou Yaya, déjà incarcéré? Il relevait une conversation qu'il avait eue avec le président de la République au lendemain d'un remaniement ministériel. Le président de la République pose la question, comment il trouve, qu'est-ce que les gens disent? Il dit justement au président que non, beaucoup estiment qu'il y a certains qui ont été maintenus au gouvernement, mais qui ne devaient pas être là. Le ministre Marafa avait même cité un nom, que volontairement, que moi je ne vais pas citer ici. Et le président de la République a commencé à sourire. Et lorsque le président sourit, il dit à Marafa, ben Marafa, tu sais, dans votre gouvernement là, il y a pratiquement 5 vrais ministres. Les autres fonctionnaires sont des personnes à qui j'ai donné des titres de ministre. Est-ce que ça ne donne pas raison à ce que Marafa nous avait dit? Premièrement, j'étais pas à cette discussion pour authentifier. Non, vraiment, moi ce que je voulais dire, c'est que la démarche stratégique est importante. Moi je suis un officier à la retraite aujourd'hui. Je sais ce que c'est que le pouvoir de discrétion. C'est-à-dire que le président est élu par tous les Camerounais, le président des Camerounais, et on ne l'attend pas dans les mécanismes qu'il va utiliser pour diriger son gouvernement. On l'attend aux résultats. Et ce sont des résultats qui sont d'ordre global. Donc c'est ce que je voulais dire. Et puis, dans une évaluation stratégique, il faut faire très attention. L'évaluation stratégique participe d'abord de ce qu'on appelle un effet final recherché. Pour construire cet effet final recherché, qui se définit clairement, il va falloir faire des analyses des facteurs de succès et des facteurs d'échec et voir les différents centres de gravité. Parce que derrière le changement de ces 3 ministres-là, peut-être, y a-t-il pas en prévision d'autres ministres que on devrait nommer? Et est-ce que le contexte administratif permet que on les remplace immédiatement, alors que pour les remettre, il faudrait remanier à tout prix? Est-ce que ne devrait-on pas attendre le remaniement global? Nous attendons ce remaniement depuis combien d'années? Je dois vous dire que dans la structuration des départements ministériels, effectivement, c'est un poste qui est politique, mais il n'y a pas, le ministère n'est pas étété. Ça peut être le secrétaire général qui reçoit délégation de conduire toutes les affaires, et c'est un homme qui prend c'est donc la preuve de ce que un département ministériel peut fonctionner sans ministre délégué, sans secrétaire d'État. Ça veut dire délégué. Ça veut dire qu'on a délégué. Je vous donne d'autres exemples qui sont un haut responsable qui va à la retraite en attendant que le décret arrive.
il y a un décret, alors une disposition qui nomme son adjoint, qui nomme son adjoint et qui dit bon, il va régler les choses courantes en attendant que le décret soit formalisé. Moi, je pense vraiment que nous avons des problèmes qui sont plus importants que ce devoir de demander au chef de l'État quand est-ce qu'il va demander son gouvernement. Ah bon. Il est appelé au résultat. Vous savez quand même qu'il y a des pays, lorsqu'on passe par exemple à une consultation populaire, je veux parler d'une consultation électorale, on sait très bien qu'il y aura remaniement ministériel. Ce n'est pas mystique. Oui, il y a des pays. Mais ici vous nous dites qu'il y a des choses plus importantes, ainsi de suite. Il y a des pays qui s'appellent la France, et comme il y a des pays qui s'appellent la France, il y a des pays qui s'appellent le Cameroun, avec leur coloration, avec leurs habitudes, qui relèvent de tout un aspect anthropologique et sociologique. Vous comprenez? Oui, monsieur consolider ce que dit le conseil. Comment pouvait-il en être autrement? Vous savez, dans le cas du Minerex, oui. Je parle là parce que c'est mon ministère de tutelle. Je travaille avec le ministre Adunga Gumpe à son âme. En ce moment, le département dont il avait la charge est piloté de main de maître par le secrétaire général, le ministre délégué au Premier ministre des Relations extérieures, chargé des relations avec le Commonwealth. C'est ce que je suis en train de vouloir faire comprendre. Je suis en train de vouloir faire comprendre ceci. C'est la preuve de ce que on pouvait laisser cette affaire sans nommer quelqu'un, c'est un ministre délégué. Depuis qu'il est parti, et vous dites qu'il y a quelqu'un qui pilote cette affaire de main de maître. Laissez-moi chuter. Laissez-moi chuter. Non seulement il y a une direction opérationnelle qui traite au quotidien de tous les dossiers, dont le ministre en tant qu'homme politique a la charge, mais également quand les ministres en fonction, dont là nous sommes dans le cas normal où il n'y a pas de disparition. Quand ils vont en congé, quand les ministres vont en congé pendant un mois, mais on désigne d'autres ministres pour assurer l'intérim. Il y a des ministres d'État. Et puis c'est ce que j'allais dire. Il y a des ministres d'État. Oui, mon frère a parlé. Pour vous, c'est la même chose. C'est-à-dire la disparition. Et lorsqu'un ministre va en congé, c'est la même chose. Ce n'est pas la même chose. D'abord, je suis un peu scandalisé qu'on associe à tout prix la disparition de ces illustres Camerounais à la formation du gouvernement. C'est un peu comme si on manquait de considération à la vie même qui est quelque chose de sacré. Monsieur Amoguel, vous n'allez pas faire la morale aux gens sur ce plateau. Non, je ne fais pas la morale. Je pense que certains même qui ont pris la parole ici se sont d'avoir incliné sur la mémoire de ces gens. Mais la vie doit continuer, monsieur Amoguel. C'est-à-dire que si vous n'êtes plus au poste où vous êtes, il est normal qu'on parle de votre remplacement. D'où sort la décence à ce niveau? On aurait pu se limiter. Monsieur Badjek n'est plus Selcom au Minef, on met qu'un autre Selcom. Et la vie continue au Minef. Parfait. On aurait pu se limiter au débat sans être obligé de citer ceux qui sont partis. Puisque nous les avons cités, ça a changé quoi? Ce sont des faits, nous sommes un journaliste, monsieur Amoguel. Nous n'allons pas parler de manière aérienne. Non, c'est ça le problème un peu. Excusez-moi, je vais juste 30 secondes. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, nous départons de nos valeurs anthropologiques. On pense qu'au nom du journalisme, au nom de la modernité, il faut tout dire n'importe quoi. Donc parce que quelqu'un est mort, nous ne devons pas dire que tel est mort et il faut le remplacer. C'est-à-dire que vous nous amenez aux réalités anthropologiques. Ce n'est pas ce que maintenant, donc, nous en aurons parlé, débattu. Un président de la République, on parle de son remplacement. Attendez. Vous ne voulez pas qu'on parle d'un ministre qui meurt, qu'on puisse parler de son remplacement. C'est ce que j'ai dit. Non, vous dénaturez mon argumentaire. On en aura parlé aujourd'hui à la sortie de ce panel. Qu'est-ce qui aura changé? Parce que rien ne change, on ne doit pas parler. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Mais il y a des sujets pour lesquels nous ne sommes pas compétents. Il a dit, mon frère en face, mais qui est dans le secret de Dieu pour savoir que tel jour, à telle heure, il va un décret pour un ministère. Je vois également PCRM, l'aspect ayant trait à un remaniement ministériel n'est pas de votre ressort? Non, mais je crois que peut-être pour la première fois, j'irai à l'encontre, ou alors ma compréhension anthropologique que j'ai de la société africaine. Quand un responsable, un chef de famille décède, la première préoccupation, c'est son remplacement. Mais donc, bien n'est pas comment. Non. Voilà. Permettez-moi de continuer. Quand un chef de village décède, la première préoccupation, c'est son remplacement. Donc, la question de la mort et du remplacement ne devrait pas déranger sur ce plateau. Moi, je crois que le problème global, c'est les objectifs. Quels sont les objectifs que le président de la République s'est fixés
en nommant ces personnes? Quel est le contexte global? Moi, je vous dis, vous allez dire que c'est du populisme. Nous n'attendons rien d'un remaniement ministériel de ce régime parce que, au fur et à mesure qu'on remanie, peut-être ce sont les plaisirs familiales qu'il y a les gens qui ont été nommés, mais en termes de développement du pays, ça ne se ressent pas. Peut-être voilà pourquoi il y a une élection, on peut manquer. oui, même 5, même 10, la vie continue, c'est la même. C'est même des, c'est-à-dire, ces membres du gouvernement qui partent, c'est des occasions pour eux, pour d'autres, pour gérer les budgets qu'ils avaient s'enrichir éternellement. Nous, le problème au PCN, c'est que ce gouvernement est un gouvernement essoufflé, qui a pour seule préoccupation l'équation de 2025 pour la transition, comment renaître. Donc, le chef de l'État ne voudrait pas engager un processus pour parler comme au quartier qu'il ne pourra pas maîtriser. Mais ce que fait le RDPC ne nous intéresse pas. Nous pensons tout simplement que chaque pièce est importante dans la constitution d'un fonctionnement. Dès que quelqu'un n'est pas là, si on sait fixer des objectifs, mais demander même au ministre en fonction, quels sont les objectifs qu'ils poursuivent, pour combien d'années, pour combien de temps, faites d'évaluation. Si on prend le fusque les routes, disons qu'il y a un ministre qui est compétent dans ce domaine. Quel est le cahier de charges qui lui a été assigné? Est-ce qu'il y a une route à Yaoundé où vous faites 5 minutes sans vous trouver dans l'obligation de courir le risque de mourir? Non. C'est un gouvernement essoufflé qui ne gagne rien parce que c'est pas qu'il n'y a pas de remplaçant. Non, il y a des Camerounais qui ont de la valeur, qui ont de la substance, mais quand il y a absence d'objectifs, ça ne sert à rien de remplacer pour remplacer. Les objectifs là pour moi étant ceux-là qui renvoient à l'épanouissement quotidien, à la résolution des problèmes que nous avons. Mais tant que ces problèmes sont là, ils ne bougent pas trop. Vous voyez, Boko Haram, quand l'armée n'a pas fait son travail, le politique, qu'est-ce qu'il en fait? Rien. À quoi nous servent ces responsables politiques sans résultat ou alors sans objectif? Donc, pour nous, globalement, c'est un gouvernement essoufflé. Travaillons à 2025, inscrivons-nous pour qu'on n'ait pas de l'avant 2025 après 2025. Antoine, on a un Cameroun bloqué, gouvernement essoufflé. Nous attendons simplement l'alternance et le président lui serait un peu plus préoccupé par les problèmes d'alternance que des remplacements de ministres décédés. Oui, moi je n'attends pas l'alternance, moi c'est l'alternative de l'alternance que j'attends. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire c'est lui qui va donc remplacer M. Biya. C'est tout. C'est l'alternative de l'alternance. Comment quand même M. Biya ne vous a pas dit qu'il partira? Ah ben il a dit 7-3-4. Vous pouvez faire des calculs. Cela ne signifie pas qu'il partira. Il vous dit, ça va se savoir s'il va rester ou s'il va aller au village. C'est de ça. Lui-même l'a dit à Mondo Vision. Il n'a pas caché. Je crois qu'il a coupé court à ce débat. Maintenant, c'est un débat sans objet. Attendons 7-3-4. Vous saurez s'il reste ou bien s'il partira au village. Son village est là, il y va régulièrement. Attends, oui. Avec votre permission, nous repartons à Bangui. On nous attend une fois de plus, c'est Serge Espoir Matomba. Serge Espoir, bonjour. Bonjour. Alors, Serge Espoir Matomba, vous avez 2 minutes pour réagir à la deuxième problématique inscrite à l'ordre du jour. 3 membres du gouvernement décédés en fonction, toujours pas de remplacement. Est-ce que c'est la preuve de ce que le poste de ministre délégué de secrétaire d'État au Cameroun n'a aucune valeur? Écoutez, j'ai toujours dénoncé le fait que nous puissions avoir même une quantité incroyable de ministères au Cameroun. J'ai pensé, comme je l'ai toujours dit, que 15 ministres sont largement suffisants, n'est-ce pas, pour gérer la partie centrale, si vous voulez, de l'État. Surtout que nous sommes en pleine décentralisation. Donc, une pléthore de ministres, pratiquement 66, qu'on dénombre aujourd'hui, sont juste dans je vais dire quoi, l'utilisation, si vous voulez, de la dépense publique, agrandissent l'utilisation de la dépense publique. Et pourtant, il faut réduire les coûts. Maintenant, vous avez la preuve par excellence que depuis le départ de 3 ministres, le fonctionnement du pays continue normalement. Ça veut dire qu'on pouvait tout simplement se passer non seulement de ces ministères qu'ils ont occupés,
mais mieux encore, restructurer même l'appareil gouvernemental. Et puis, je suis très amusé d'entendre certaines personnes parler de remaniement, pas remaniement. Mais écoutez, M. Biya gère le pays comme il entend. C'est sa politique. Il estime que ceux qui sont là, ceux qui sont partis ne servaient même à rien, et ceux qui sont là ne servent pas à grand-chose ou servent à quelque chose, et qui les maintient, c'est sa politique. Certains Camerounais lui ont accordé le suffrage pour qu'il puisse diriger. Aujourd'hui, à ce jour, il est notre président à nous tous. Il dirige conformément à sa politique, même si nous ne sommes pas d'accord. Ce n'est pas à nous de lui dire quand est-ce qu'il doit faire un remaniement ou pas, parce qu'il a sa ligne. Et je peux vous rassurer que il est certainement d'accord avec ce qui se passe parce qu'il maintient ces gens. S'il continue à travailler dans cet aspect de choses, ça veut tout simplement dire que ces personnes remplissent précisément le cahier des charges qu'il leur a donné. Merci Serge Espoir Matoma à partir de Bangui ce matin. Info TV vous dit merci. Allô? Info TV vous dit merci. Allô? Merci, hein. De toutes les façons, on a compris. Nous sommes arrivés pratiquement au terme de ce programme. Je dirais merci à Mouguil Apollinaire, ministre plénipotentiaire, qui était là ce matin. Je dirais aussi merci au docteur, au colonel Didier Badjek. C'est le consultant permanent sur Info TV pour ce qui concerne les questions ayant trait à la défense et à la sécurité. On dira merci à monsieur Niek, homme politique, membre du bureau politique du PCRN, de l'honorable président Cabral Libye, et pourquoi ne pas dire merci à Antoine Awono, expert en sécurité mais également en nucléaire. Libre expression, c'est tous les dimanches 11h30, 13h30. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain à la même heure. Mais ne ratez pas cet après-midi la première rediffusion de votre programme, ce sera à 17h, et ce soir également la deuxième rediffusion, c'est-à-dire à 21h. Avec tout ceci, que faites-vous encore ailleurs?